Salut à tous, bienvenue donc sur l'épisode 51. Donc Thierry #Henry, donc l'entrepreneur lifestyle, ton émission donc pour devenir un entrepreneur en ligne, que ce soit donc pour une petite structure, une PME, une plus grosse structure. Voilà, tu peux apprendre le maximum avec les invités que je te propose aujourd'hui. Donc on a un spécialiste donc du contenu qui est en ligne depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années même je dirais. Donc il a eu plusieurs blogs, plusieurs sites. Donc il va t'expliquer donc comment créer du contenu, faire du volume, de la qualité bien sûr, et donc pouvoir donc attirer des clients et ensuite donc faire soit de l'infoprenariat, de l'affiliation, enfin tous les business que tu veux, parce que soit en ligne il faut donc bien sûr avoir du trafic. Je te dis tout donc avec mon invité donc Bertrand Soulier, votre coach web que tu dois connaître, qui est aussi podcasteur. Donc je te dis tout après donc avoir remercié les sponsors. ConvertKit, outil numéro 1 pour la construction de ta liste email. Comme tu le sais, l'argent est dans la liste. Je te conseille donc de commencer aujourd'hui à construire ton business avec ConvertKit. ConvertKit te permet de gérer ta liste email et de configurer ton autorépondeur de manière simple et conviviale. La segmentation de mes abonnés par groupe afin d'obtenir un contenu spécifique à leurs besoins n'a jamais été aussi simple. ConvertKit est une puissante plateforme de marketing par email qui automatise énormément le processus de gestion des listes email, ce qui t'offre la possibilité de concentrer tes efforts ailleurs, tout en continuant à faire grandir ton business. Pour tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui, il te suffit d'aller sur le lien suivant Thierry-henry.fr/CKT. Donc Thierry-henry.fr/CKT. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnbox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnbox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir donc 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-henry.fr/lbx. Donc thierry-henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24h sur 24 dès aujourd'hui. Donc de retour après donc avoir remercié les sponsors, donc Bertrand Soulier donc qui est donc propriétaire du site votrecoachweb.com, il a aussi donc son site bertrandsoulier.com, Soulier avec un seul L parce qu'il a aussi comme moi un homonyme très connu, qui est connu, pas aussi autant que le meilleur buteur français que tu dois connaître. Donc voilà, on va parler donc contenu. L'épisode est un peu plus long que d'habitude parce qu'on a beaucoup échangé. On parle quasiment de presque tous les réseaux sociaux, du blogging, de WordPress, enfin voilà. Donc si tu as prévu d'avoir une activité en ligne, tu vas avoir plein d'informations. Donc je te dis à tout de suite avec Bertrand Soulier. Salut Bertrand, comment tu vas? Ça va très bien, merci à toi. Ben, merci d'avoir pris le temps donc de nous parler aujourd'hui donc de contenu. On va parler donc de contenu assez large. Dernièrement, ceux qui ont écouté, j'ai fait une émission sur le community management. On est parti plutôt sur les réseaux pour les pros. Donc là, on va parler un peu plus large. Tu vas nous donner donc toi ton retour parce que tu as plusieurs années dessus. Tu fais beaucoup de choses. Donc donner un peu ce que tu as fait, ce que tu fais actuellement et ce que tu vas faire pour le futur. Donc peut-être nous donner des conseils pour ceux qui veulent prendre une indépendance par rapport sur les réseaux sociaux et peut-être avoir plus de notoriété, on va dire. Donc, je te laisse te présenter, puis après, donc, je te pose d'autres questions. Oui, alors merci à toi pour l'invitation. Donc, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis, je le dis, j'ai 43 ans, donc je suis une espèce de dinosaure qui a commencé au siècle dernier. À l'époque où on fallait coder les sites de A à Z, mon premier site, je l'ai codé de A à Z, et pour l'anecdote, il n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique avait décidé que c'était trop dangereux de le mettre sur les serveurs. Donc, je te parle d'une époque qui date 96, tu vois, dans ces années-là. Et ça a totalement changé fait bifurquer, tu vois, ma vie, parce qu'à l'époque, j'étais en gestion, marketing, etc. Et après, j'ai fait une école de commerce. Mais en fait, j'ai toujours pris le côté, moi, de faire de l'Internet. Donc, j'ai travaillé en agence web pendant 7-8 ans. J'ai travaillé en collectivité comme webmaster. Et puis maintenant, je suis à mon compte depuis 7 ans. Surtout ce qui est création de contenu, gestion de réseaux sociaux, accompagnement, coaching, formation, etc. Tout ce qui est outils numériques. Et puis avec ma femme, on a fait du e-commerce. On a une boutique en ligne de thé. Donc voilà, moi, toutes les activités qui tournent autour d'Internet sur création de contenu, marketing, vente, se faire connaître et partager ses passions, on va dire. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc plutôt donc blogging, enfin dire référencement classique, plus réseaux sociaux, hein, pas de payant.
Alors moi, en fait, j'ai toujours trouvé très louche de payer pour faire la pub de mes contenus, tout simplement parce que j'ai fait longtemps du blog. Alors pour l'anecdote, j'ai eu un blog local sur Clermont-Ferrand qui s'appelle, parce que je suis à Clermont-Ferrand, qui s'appelle cyberbounia.net, enfin qui s'appelait, hein, qui est mort au bout de 18 ans, et qui était vraiment, tu vois, sur le modèle des médias classiques, hein, générer de l'audience, mettre de la pub, vendre de la bannière, etc. Et j'ai toujours considéré que d'acheter de la publicité pour faire connaître ce type de contenu-là, pour revendre ensuite de la pub chez moi, c'était pas rentable. Tu vois, c'était un calcul. Les grands médias s'amusent à le faire. Moi, j'ai jamais compris leur rentabilité à faire ça. Et par exemple, sur mes blogs aussi, je vois pas la rentabilité de faire de la promotion de 3-4 posts. Tu vois, un billet de blog que j'ai fait sur mon blog sur ma recette de pancakes là d'hier. Mhm. Je vois aucun intérêt à faire de la publicité là-dessus. En revanche, après, là où la publicité, je pourrais m'en servir, bah, c'est pour vendre des formations, on va dire après avec des pixels, etc., de suivi pour remettre ça sous le nez de ceux qui l'auraient vu, hein, on va dire quelque chose comme ça. Du retargeting, ouais. Ouais, du retargeting. Mais après, mon ambition, ma génération de trafic principale, moi, toujours passée plutôt par du référencement naturel et par la création de contenu en fait sur du long terme. Moi, je travaille vraiment que sur du long terme. J'ai un blog, je te dis, le Cyberbounia est mort au bout de 18 ans, mais mon blog actuel doit avoir peut-être 10 ans de contenu, tu vois, derrière lui, quelque chose comme ça. Et j'avais mon premier blog qui est archivé, j'ai dû le commencer, oui, autour de 2002-2003, tu vois, dans les premiers contenus. Et donc moi je crois beaucoup à la vertu du contenu evergreen, du long terme, même s'il y a bien sûr des trucs qui finissent par se périmer, hein, il y a pas de secret. Quand je regarde mon ancien blog, il y a des trucs qui sont périmés, mais je crois beaucoup, tu vois, ces contenus qui ont une durée de vie très longue. Donc pour moi je dis pas que c'est contraire à la pub, je dis juste que je j'ai pas envie de donner trop d'argent dans la publicité pour des contenus qui sont faits pour le long terme. Non, tu as raison. En fin de compte, c'est un peu contraire à la pub parce qu'en général, la pub, on veut un résultat direct. Même si on n'est jamais sûr, parce qu'il faut être fort en algorithme, il faut être fort aussi en mots-clés. Donc, on peut mettre 1000 euros et ne jamais les récupérer. Et si on est très fort, on peut mettre 1000 euros et récupérer 3000. Mais c'est pour l'instant T et c'est vraiment une technique qui n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que je veux savoir, c'est comme tu es un ancien et que tu connais bien et que tu as tout essayé, est-ce que tu as essayé un peu le payant? Et je vais venir à ce que tu en as parlé, mais c'était pas très clair pour moi. Et donc, tu parlais de pub. Donc toi, tu Mm. parles plutôt de AdSense ou dans tes blogs, dans tout ce que ton contenu, tu fais un peu d'affiliation ou c'est plutôt parce que tu parlais. C'est vrai qu'en général, ça n'a pas de sens. J'ai jamais vu quelqu'un investir de la pub pour vendre du AdSense. C'est stupide. Ouais. En général, tu vends des formations, comme tu dis, parce que ça, il y a une marge plus importante, ou de l'affiliation avec des produits récurrents ou avec à très forte valeur. Oui, alors ça, j'avais testé à une époque, hein, de dire on va faire peut-être un peu de pub pour faire de l'affiliation derrière, des choses comme ça. Moi, en fait, alors dans mes premières thématiques, par exemple sur une thématique du web local que je connaissais très bien, c'était très compliqué de trouver de l'affiliation avec du produit qui avait une bonne valeur ajoutée. Parce qu'en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre sur le web local, tu sais, quand tu fais de l'actu local, c'est que ton ciblage de l'audience, il se fait par le fait que les gens sont de la ville où tu es ou originaires de la ville où tu es, tu vois. Il n'y a pas de dire c'est des hommes, des femmes qui ont tel problème, etc. C'est complètement au contraire en marketing. Quand tu fais un blog sur le running, tu sais que tu as des gens qui s'intéressent au running et tu fais un lien vers une paire de baskets en affiliation, tu vas gagner de l'argent. Sur mes podcasts de plugins, mes plugins de podcast, par exemple, ça sera intéressant. Tu vois, je fais un article sur vanter un plugin qui me donne 20 euros en affiliation. Ça serait facile, tu vois, à le faire. Donc, moi, par ce principe-là, je suis jamais trop allé là-dessus. Mais par contre, on a fait des tests. Alors, tu vois, tu dis, on peut investir 1000 euros et en gagner 3000. Sur le thé, on avait fait un test avec ma femme. Je crois qu'on avait mis 5 euros, un truc, tu vois, comme ça. Et qui était tout bête, hein, c'était juste d'acheter le nom de la marque, comme ça, sur Google en AdSense, en disant, en mettant des liens directs, tu sais, vers des pages intérieures, calendrier de l'avant, des choses comme ça. Et par contre, ça avait rapporté pas mal d'argent en quelques temps, puisque au lieu que les gens passent par les pages d'accueil, tu vois, ils arrivaient directement sur nos fiches produits dont on voulait faire la promotion. Donc ça, tu vois, on a fait des tests de ce type-là. Là, j'ai des tests. Je vais faire quelques tests aussi. J'ai fait des vidéos cet été, tu vois, mais je les ai pas sortis encore pour faire de la publicité en story Instagram, tu vois, des bouts de tests comme ça. Mais j'ai pas envie d'investir trop de temps non plus dedans, ni de l'argent. Mais en fait, je pense que pour investir de l'argent, il faut d'abord investir beaucoup de temps. Et je me concentre pas dessus, moi, pour l'instant, en fait. Non, mais tu précises bien que c'est deux stratégies différentes et que tu n'es pas Mm. devenu expert du AdSense ou enfin de la publicité en fin de compte sur Internet.
Et en général, c'est deux niches, mais bon, je vais faire exprès, je le précise parce que, en général, ceux qui me suivent le savent, il y a deux mondes. Et donc, en plus, comme tu es fort en contenu et que tu aimes le contenu, tant qu'à faire, et en plus, encore pour rajouter à ce que tu dis, tu as une vision long terme. Et en général, la pub, c'est court terme. Donc, toi, comme c'est long terme, tu sais que ça va, tu mises bien sur les mots-clés, sur les bons réseaux, ça va payer un moment ou un autre. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, après, je me dis que faut vraiment, c'est vrai qu'on s'est spécialisé. Moi, je suis touche à tout, tu vois, je suis un couteau suisse à l'origine. Mais le couteau suisse sur AdSense, AdWords et compagnie, au bout d'un moment, il se trouve un peu limité, tu vois. C'est comme sur Google, sur Facebook, au bout d'un moment. Il rajoute tellement d'options dans tous les sens que tu finis par dire je dépasse, tu vois, ma compétence. Ou alors, c'est vraiment des trucs à la marge, tu vois, c'est des petites sommes, je mets 5 euros par-ci, quelques euros là-dessus sur du retargeting, tu vois, des choses comme ça, mais aller investir des grosses sommes, je pense que là, il faut vraiment être un spécialiste pour savoir ce qu'on fait, quoi. Il faut être un spécialiste, c'est pour aller, parce que moi, c'est vers là que je tends un peu, même si j'aime le contenu. Mais en plus, dans ces cas-là, il faut juste faire attention, parce que au début, les plateformes sont intéressantes, sont pas chères. Mais après, comme les grands groupes arrivent et qui dépensent pour tout n'importe quoi juste pour des likes, les prix augmentent et puis c'est hors de prix. Et donc, c'est pour ça qu'on va revenir sur ce qui est intéressant et ce qui est le sujet d'aujourd'hui, le contenu. Donc, pourquoi quand on a soit peu de moyens, on apprend à faire de la pub, parce que c'est un métier, il faut apprendre à faire de la pub. Donc, il faut donc créer du contenu. Donc, toi, tu as un peu tout fait. On va commencer donc par la base, parce que tu as commencé par le blogging, en plus, ce qui est logique, parce qu'avant même que... On a l'impression que les réseaux sociaux existent depuis 20 ans. Les réseaux sociaux n'ont pas 15 ans, on va dire. Il y en a eu même qui ont disparu. Bon, je te demanderai si tu les as connus. Donc, toi, tu as commencé par le blog. Comment donc tu m'as dit que tu as commencé il y a 7 ans. Comment donc, là, tu as un client, tu as un nouveau qui veut se développer grâce au contenu. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment débuter? Sur quelle plateforme? Et comment ensuite aller plus loin pour devenir indépendant? Bah, moi, et puis c'est marrant parce que c'est vraiment le sujet en ce moment et je fais beaucoup d'enseignements, tu vois, je fais beaucoup de formations, etc. Et c'est vraiment le problème principal que rencontrent beaucoup de gens. Et l'autre jour, j'ai ce que je disais à mes étudiants. Il faut d'abord se concentrer sur vraiment la cible, quoi. À qui on a vraiment envie de parler. Qu'est-ce qu'on veut lui raconter et comment on peut l'aider. Et en sachant bien que de toute façon, notre audience, elle a une histoire dans sa tête, elle a des problèmes, elle a besoin de résoudre quelque chose, besoin de faire quelque chose. Hein. Ça peut être une aspiration, ça peut être un problème, on voit comme on veut. Mais à un moment donné, en fait, elle en a rien à faire de nous et elle sait même pas qu'on existe. Alors la question qui se pose, c'est comment finalement on va réussir à s'incruster dans son monde à elle. Et moi, c'est le grand truc, c'est comment on s'incruste dans son monde à elle. Alors premièrement, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, quel est son problème, comment on pourrait l'aider potentiellement avec ce qu'on sait faire. Et ensuite, c'est son monde à elle, de quoi il est composé, tu vois, faire sa carte un petit peu. Et dire, il est peut-être sur YouTube, il est peut-être qu'il écoute des podcasts ou pas, peut-être que je peux le trouver sur Google, peut-être qu'il est sur Facebook, peut-être qu'il serait sur TikTok, je sais pas, tu vois, ça dépend de l'âge. Et donc vraiment, c'est faire cette carte-là précise. Ce qu'on appelle le persona. Ouais, le persona, alors moi je le désigne d'un autre nom, tu vois. Moi mon terme, ça va être de dire, c'est vraiment quel est ton public minimum viable, tu vois, pour vraiment te dire où est-ce qu'il est, quoi. Et moi, le terme de persona, tu vois, ce que j'aime pas dans le persona ou l'avatar, et le terme avatar encore, j'aime encore moins, c'est qu'en fait, il est pas réel. Alors qu'en fait, sur Internet, les gens, ils sont réels. Ils sont, tu vois, c'est des trucs. Moi, il y a des gens. J'ai fait un épisode de podcast il y a pas longtemps sur votre coach web où je disais que devant moi, je pourrais avoir une boîte de photos. Et que des gens, tu sais, et que je les connais. Et quelqu'un m'a même envoyé sa photo en me disant tiens, tu peux rajouter ça dans ta boîte. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je fais un épisode ou un contenu, je prends une personne dans ma liste de gens que je connais et je me dis toi, ce contenu-là, il est pour toi. Tu vois, par exemple, au début du podcast Votre Coach Web, chaque épisode, j'ai une petite accroche. Alors l'accroche aujourd'hui, c'était du style, bon, aujourd'hui on est à un mois de Noël, etc. Vous commencez à faire votre liste de cadeaux. Mais des fois, mon accroche, c'est vous écoutez ce podcast en promenant votre chien, vous écoutez ce podcast en ramenant vos enfants à l'école. Et j'ai des personnes qui se reconnaissent dans ce truc-là et qui réagissent à ça, tu sais. Et pourquoi? Tout simplement parce que je les connais de plus en plus, hein, forcément, et puis je passe du temps à les connaître. Et pour moi, le persona, l'avatar, il est réel, tu vois. C'est pas un truc fictif composé de oh, je pense qu'il ressemble à ça ou quoi que ce soit. Non, non. Pour moi, le but du jeu, c'est que ce soit une personne réelle. Et le truc que je dis, c'est tu prends une personne réelle que tu connais réellement et tu te dis comment je fais pour
rentrer dans son monde à elle, vraiment, et qu'elle puisse lire ce que je fais, écouter ou je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, et qu'est-ce que je peux lui apprendre et comment je peux l'aider. Alors après, ça veut dire qu'on va déboucher sur des stratégies qui sont un petit peu variées. Hein. Pour certains, on va dire, je vais les trouver sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est des gens qui vont être sur YouTube. Pour d'autres, c'est des gens qui vont faire des recherches sur Google et puis chercher des trucs sur Google. Et on sait que c'est pas facile hein, d'apparaître sur le référencement naturel tout de suite, mais que c'est pas non plus infaisable, hein, contrairement à ce que certains pensent non plus. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ouais, bah, je pense qu'en fait tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il faut pas se dire je vais devenir premier sur le mot vacances parce que c'est juste que là tu tires une balle quoi. Mais Non là, mais après ben, pour attention, c'est la règle de base que moi j'ai appris parce qu'on en parlait un peu en off. Bon, je pense que tu aurais pu le dire, mais bon, c'est que souvent, voilà, on dit qu'il faut se mettre entre des mots-clés qui sont pas trop concurrentiels, qui sont entre une recherche de 1000 à 10 000 mots. Voilà, et puis qui sont pas trop concurrentiels, les gens, plutôt des mots-clés de longue traîne, plutôt en plus des vraies phrases. Donc, comment faire ceci que juste le mot? Parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis cru malin, je me suis mis le mot et je me suis fait avoir. Mais comme je faisais 3 articles par semaine, à force, j'ai appris, j'ai vu, mais je rentre en premier. Donc, il y a des mots-clés où il y a des gens qui les oublient simplement. Les gros qui ont des gros blogs ou qui ont des moyens, mais vont aller faire les mois 10, 100 000 recherches par mois, mais eux, ils peuvent. Quand t'as pas les moyens, c'est entre 1000 et 10 000. C'est une règle de base, mais des fois, on l'oublie. oui, puis Il y a alors, encore d'autres, il y a en plus, excuse-moi de te couper, il y a encore d'autres techniques. Bon, moi, j'ai arrêté le blog, donc j'ai avoué, je me suis dit, bon, j'ai testé, j'aime bien. J'étais content de vivre, d'être présent sur Google, mais je me suis dit, j'ai changé ma stratégie. Mais j'ai des blogueurs qui vont bloguer pour moi. Et je leur dirais, faites ci, faites ça, parce que bah, c'est la règle de base, quoi. oui, puis des fois, tu as des bonnes surprises, hein, tu sais, moi, c'est ce que j'ai. Alors, c'est plus le cas maintenant, mais pendant très longtemps, mon blog était placé avant L'Oréal, par exemple, sur les propres produits de L'Oréal, parce que j'avais mon blog actuel, bertrandsoulier.com, avant, ça s'appelait mon blog de mec. Et je testais tout un tas de produits de beauté, tu vois, comment ne plus avoir des cernes et tout. Et sur le produit, à un moment, tu faisais anti-cerne pour homme. Et comment ne plus avoir de cernes quand on est un homme, je peux commencer à taper. Et ben, j'arrivais avant toutes les marques. Ce qui veut dire qu'ils ont beau être milliardaires, etc. Et bien en fait, ça a duré pendant plusieurs années cette histoire-là. Ah, la chance. Et j'espère que tu as mis un bon produit d'affiliation où tu vendais une formation, parce que quand ça arrive, il faut y aller. Hein, parce qu'après, quand ça part, tu étais dégoûté. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai vécu avec des envois de produits, de la publicité, enfin, tu vois, sur un modèle influenceur, etc. Et ça m'a rapporté aussi par ce biais-là. Des partenariats, et puis ça m'a ouvert les portes en fait de d'autres personnes. Par exemple, ça m'a ouvert les portes de l'écriture de contenu pour des gens comme Monoprix, tu vois, comme pour des grandes marques, etc., pour des plateformes d'écriture. Mais tu sais, pas les plateformes Textmaster à 5 euros, tu sais, des plateformes où l'article, il te l'achète 130, 140, 150 euros, des choses comme ça. Donc tu faisais un peu de blogging ou du copywriting? Et ben en fait, je faisais du blogging à une époque où on me disait faut faire du blog, tu vois, par exemple Monoprix à une époque disait on veut des articles de blog, on veut avoir un blog ou des articles, etc. Il nous faut du contenu qui se positionne bien sur le référencement naturel, mais qui soit écrit parce que bon, tu vois, le copywriting en ce moment, on a une espèce de mode au copywriting, et puis ce qui est logique. Après, je veux te dire, ça fait partie des trucs qu'il faut avoir dans des cartes qu'il faut avoir en main. En fait, franchement, c'est ma vision du copywriting, parce que quand j'étais voir sur ton blog, je me suis dit waouh, le truc est bien léché. Enfin, maintenant je l'ai su parce que tu l'as dit directement. Je savais pas que tu avais un fonds de développeur, donc et quand je vois tes deux sites, j'ai dit waouh. Je sens que soit il a fait par un pro, et s'il l'a fait lui-même, il est bon. Je vois comment c'est structuré, ça passe à un deuxième niveau. Enfin, on sent, peut-être parce que j'ai ma vue un peu de marketeur, je me prends pas pour un super marketeur, mais je me dis, on sait où il va, où il nous emmène, tout est clair. Et donc, c'est important, ça. Ouais, mais c'est une réflexion, tu vois, depuis des années. Au début, tu sais, quand on ouvrait un blog, on mettait, moi, c'est une anecdote que je raconte à mes étudiants. Au début, on mettait des petites trucs qui clignotaient dans tous les sens. On essayait, tu vois, moi, quand j'étais étudiant, donc vraiment, j'ai été diplômé tu vois, j'ai plusieurs diplômes avec +5, donc j'ai été diplômé 2000, 2001 dans ces années-là. J'avais fait un mémoire sur l'ergonomie. Et l'ergonomie, tu sais, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que les gens ils cliquent sur telle ou telle chose, etc. Et on mettait des panneaux indicateurs, tu vois. On disait il faut des panneaux indicateurs, des têtes de gondole comme dans les supermarchés. Et il y a un truc qui est vrai, hein, c'est que
quand tu regardes un petit peu ce qui se fait à droite à gauche sur Internet, c'est tout répliqué, tu sais, de ce qui se fait dans les supermarchés, mais aussi dans les magazines papier. Moi, il y a pas longtemps sur WhatsApp, parce que j'ai un groupe sur WhatsApp et je leur dis, enfin une liste de diffusion sur WhatsApp, et je leur disais, je suis allé dans un supermarché et j'ai fait une vidéo, tu sais, où je filme les magazines et je dis, bah, regardez comme ils sont bien copyrightés les magazines, les couvertures des magazines, le titre il t'accroche, etc. Tu vois, il y a toutes ces accroches là, etc. Donc c'est sûr que ça c'est super important, tu vois. Si tu copyrightes pas ton titre de billet de blog ou quoi que ce soit, ton chapeau, j'ai envie de dire les 2-3 premières lignes, presque tout le boulot que tu as fait derrière, il sert presque à rien. C'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur plein de trucs. Mais moi, j'ai commencé à une époque, tu vois, où on disait bon, bah, on va faire un article où il y a les mots-clés principaux, et puis on va essayer de structurer un peu les titres et tout, et on affine au fur et à mesure. Tu vois, moi, je suis un peu dans ce cadre-là, et je me rends compte que j'ai des contenus qui sont pas extrêmement optimisés, ou alors dans ma tête, en fait, je les optimise sans m'en rendre compte. Hein. Après, attention, hein, c'est aussi l'avantage de l'expérience, j'ai envie de dire, dans le domaine-là, c'est que, par exemple, je te parle d'un ancien site, il y avait 10 000 articles dessus, tu vois, par exemple. Quand t'en fais un par semaine pendant des années, au bout d'un moment, ça fait un contenu, j'ai peut-être écrit 12 ou 13 000 articles hein, dans ces années-là. Donc, il y a des trucs, ça devient tellement automatique que la structuration, elle devient relativement simple pour moi. Mais je trouve, hein, franchement, tu vois, que à un moment donné, cette accroche en ergonomie, c'est de dire comment je fais pour accrocher dès les premières lignes, et c'est valable sur quel support, tu vois. Si tu fais du mail, c'est le titre qui doit accrocher. T'as pas d'autres trucs, donc. Enfin, ce que tu dis, c'est ce que bon, on en revient parce que souvent on a pensé que le web marketing et Internet allait tout changer. Il a changé les choses, mais en fin de compte, les vieilles techniques marchent toujours. Oui, mais en Voilà. fait, il te donne un espèce de. Enfin, moi, c'est ce que je disais. À une époque, tu sais, je me disais, il faudrait. Enfin, sur mes cours à la fac, il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé mes premiers cours, j'ai mis un mégaphone énorme. Tu vois, sur le truc, la première image, c'était un mégaphone énorme pour dire. En fait, rien n'a changé, mais si tout a changé, c'est que le mégaphone, en fait, il est devenu gratuit. C'est-à-dire que avant, si tu voulais, et ça, c'est l'histoire de la communication, mais c'est une histoire, tu sais, qui remonte à Gutenberg, en fait, si tu veux, tu peux remonter plus loin que ça. Pendant des années, en fait, et pendant des siècles, les moyens de production de contenu, en fait, ont été régulés et coûteux. Quand Gutenberg invente l'imprimerie, en fait, personne ne sait lire, hein, ou très peu de gens savent lire, et les moines copistes, tu sais, ils recopiaient les trucs, etc., mais il n'y avait pas grand monde qui savait lire, et petit à petit, en fait, on a inventé le livre, on a démocratisé la capacité d'abord à faire des livres, mais ça coûtait cher, tu vois. Moi, j'ai travaillé, mon premier employeur, en fait, lui, il venait de l'imprimerie. Il avait une imprimerie, tu sais, on avait fait une inauguration de sa machine, elle coûtait 100, 200 ou 300 000 euros, tu vois, peut-être un truc comme ça. Et donc, c'était une grosse inauguration, ça faisait des années pour la financer, etc. Et toi, t'arrives, tu sais, t'as un truc qui s'appelle Internet. Il y a un mec qui te dit, bah écoute, si tu sais faire un peu, et maintenant, à l'époque, moi, je faisais du HTML, tu vois, mais à l'époque, maintenant, là, tu regardes, tu prends WordPress, tu prends n'importe quel truc, tu ouvres, tu appuies sur un bouton, tu mets ta carte bleue pour acheter ton nom de domaine. 1 heure plus tard, tu as un site et tu peux exprimer tout ce que tu veux comme message. Tu prends Instagram ou n'importe lequel, tu as un mégaphone qui est d'une puissance remarquable, tu vois. Et si tu mets la pub, etc., tu as un mégaphone qui est accessible à tout le monde. Alors, bien sûr, avec les années, il y a les gros qui viennent, les appétits qui viennent, etc. Mais au final, c'est la force d'Internet. Moi, c'est ce que je disais à mes étudiants. Je dis, si vous avez envie de vous exprimer sur n'importe quel truc, il y a personne qui peut vous dire non. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est génial. Enfin, oui et non. Il faut quand même préciser, mais c'est bien parce qu'on a commencé par le blog, donc il faut avoir sa plateforme. C'est si on est chez les autres, ils peuvent vous dire, bah non, j'aime pas ce que tu dis, je te fais un compte Facebook. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de remettre des barrières qui avaient sauté. Mais tu vois, moi, c'est un peu les radios libres. Quand tu regardes l'histoire des radios libres dans les années 80, on avait des mecs qui émettaient depuis, alors nous en Auvergne, ils émettaient dans la forêt au milieu des volcans, tu vois, pour émettre sur Clermont. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré. Donc, les radios, tu sais, il y avait plein de radios libres qui se sont créées en 81. Et un jour, moi, j'étais marqué par un article que j'avais fait sur une radio. Et le gars m'avait dit, écoute, si tu veux lancer une radio maintenant, il faut d'abord que tu embauches un avocat. Je dis, c'est quoi ton histoire? Il me dit, bah, il y a une telle lutte, tu sais, sur les fréquences, sur l'autorisation auprès du CSA, etc., pour émettre et autres, que si t'as pas les moyens pour acheter, louer ta ligne, TDF, etc., et dès que tu la laisses tomber, il y a quelqu'un d'autre qui te la... Que si t'as pas aussi des avocats pour défendre ce que tu as gagné et autres, ben les grosses radios type Énergie et compagnie, elles vont toutes bouffer. Et moi, à côté, j'avais Internet, tu te dis, bon, bah attends, j'ai une nom de domaine, je le dépose, 1 heure après, j'ai mon site qui est créé.
Et je disais, tu sais, je comprenais pas cette espèce de truc. Il me disait, mais attends, ça, le web, on va être libre. Et en fait, tu te rends compte effectivement que plus tu centralises les choses, avec YouTube, avec Facebook, Instagram, etc. Medium, tu vois, par exemple, peut-être qu'on en parlera, mais moi, je suis pas très fan de Medium, hein, pour plein de raisons. Et ben, tu remets de la centralisation, donc tu remets quelqu'un qui peut dire oui ou non. Et en fait, c'est pour ça que j'adore aussi le fait d'avoir des blogs. C'est, tu vois, c'est de dire, ben, j'ai envie de parler d'un truc. Écoute, je peux le faire. Et à la limite même, tu vois, alors je dis pas qu'on peut se passer de Google, attention, hein, parce que se faire connaître sans Google, c'est un poil compliqué. Mais tu peux te dire, même si Google me déréférençait maintenant, tu vois, j'ai ma liste mail, je peux envoyer des mails aux gens, etc. J'arriverai toujours à faire connaître mes contenus sans que eux ils soient capables de me dire ça, t'as pas le droit de le dire. Et ça, quand même, je trouve, tu vois, c'est une force, c'est un Non, truc mais qui est c'est une génial, force quoi. énorme et malheureusement, les gens, à cause des réseaux sociaux, se sont dit que le blog était mort, mais en fin de compte, c'est faux parce que le blog, c'est la seule maison qu'on a avec la liste email. Si on fait pas de bêtises, parce que même la liste email, on peut se faire cramer par l'opérateur qui dit non, tu fais des spams et voilà, il te brûle ta liste ou il te bloque. Enfin voilà. Mais dans ces cas-là, ce que je dis, voilà, ce que j'ai dit à mon audience sur YouTube, c'est bien d'avoir deux providers de liste mail quand ça s'il y a un souci et Mm. toujours faire une sauvegarde de CSCV de ces emails parce qu'on peut avoir un souci, ce qui m'est arrivé moi. Pourtant, j'ai une liste toute petite. Hein. Je vais revenir sur Medium parce que moi, ça m'a fait rire parce que Medium m'a fait un petit souci, mais c'est un peu ma faute. Parce que comme j'ai débuté il y a 3 ans, je connaissais pas tout. Je publiais comme un dingue, trois articles par semaine assez longs. Et j'ai envoyé tout sur Medium. Donc, je suis sur mon blog, un peu partout, ils sont sur Medium. Et tous mes articles, enfin, une bonne partie des articles sur Medium rankaient mieux que mon blog. À un Ouais. moment, c'est bizarre. Bon, je l'essaie, ça m'a emmené un peu de trafic. Puis à un moment, j'ai retiré une trentaine, une quarantaine d'articles qui cartonnaient sur Medium. Et ça leur a pas plu. Parce Mm. que quand tu viens cliquer, ben, ils allaient nulle part. Et donc, dernièrement, ils m'ont fait comme les réseaux sociaux, je pensais que c'était plutôt une esprit mini-blog. Ils m'ont dit, non, non, on est en train d'étudier votre site et c'est pas normal. Vous avez non pas respecté une règle. Je sais pas quoi. Je m'attendais, j'ai toujours été cool. J'ai une communauté sur Medium, je réponds à tout le monde. Et là, vous voulez ok, j'arrête de publier. Et j'ai recommencé sur Quora où j'avais commencé Quora, que j'aime bien. En plus, j'ai interviewé dernièrement la responsable. Et Mm. c'est un groupe qui monte. Et puis, je vais ailleurs, simplement. Hein. Ils sont pas contents. Bon, mon trafic a baissé malheureusement parce qu'ils m'ont envoyé quand même beaucoup de trafic en plus de Pinterest. Donc, j'ai recommencé les autres, bien sûr, en lançant le podcast et la vidéo, mais voilà. Pour te dire, ouais, non, Medium, je suis un peu comme toi. Alors, je sais pas pourquoi toi, c'est quoi ton problème avec Medium? Bah, moi, mon problème, en fait, c'est que c'est des gens qui, de toute façon, leur intérêt, c'est eux, c'est la plateforme. T'es pas chez toi, en plus, ils changent de politique tous les 6 mois, quand même, là-dedans. À un moment, ils mettent des publications, ils les coupent, tu peux pas mettre les boutons comme tu veux, puis t'es pas à l'abri que finalement, un jour, bah, le contenu que tu mets dessus ne leur plaise pas. Puis, tu sais, t'es dans un algorithme, hein, quand même, de classement. Donc, ce qui fait que le contenu, moi, je trouve sur Medium, il est quand même super standardisé. Tu vois, quand on parle de copywriting, il faut faire du contenu émotionnel qui a une certaine longueur, qui est tel truc, etc. Donc, je trouve que d'une part, t'es quand même chez quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, ça t'appartient pas, quoi. Tu vois ce que tu dis, mais en fait, imagine un jour, moi, je fais, je sais pas, on va dire, j'ai 200 articles sur Medium, et puis un jour ou l'autre, il y a un article qui leur plaît pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils me suppriment tout et moi je perds tout. Tu vois, j'ai pas moyen de dire un truc. J'ai accepté les conditions générales d'utilisation, etc. Enfin, on a accepté souvent, malheureusement, on lit pas, on signe, on dit oui, mais on lit même pas. Oui, Donc, mais dans les faits, on les a acceptés. Donc tu vois, tout à fait, tout à ils fait. disent, attends, t'as signé le papier, mon gars. Hein, c'est comme Non, mais Facebook. d'où l'importance pour ça, parce que là, j'espère parler aussi à des gens qui sont débutants, ou même moins débutants, mais qu'il faut, bon, moi je le fais pas, mais je le dis, enfin, je le fais à moitié, parce que j'ai eu des problèmes avec Facebook, donc j'ai été lire les guidelines. Je le dis souvent, donc quand on a le temps, Mm. quand on est motivé, on prend le temps de survoler les guidelines pour comprendre parce que des fois, on peut faire une bêtise stupide, un truc qu'on aurait pu Ah éviter, ouais. et malheureusement, on ne le fait pas et on se fait. Et quand on essaie de les joindre, ils répondent jamais, Mm. quasiment, ou rarement, donc c'est un peu dommage surtout parce que moi, je parle aux indépendants, t'es comme moi indépendant, et quand t'es indépendant, t'as ton chiffre d'affaires qui dépend, en fin de compte, de ce que t'as créé il y a 6 mois, il y a un an, même plus. C'est un peu dommage de perdre 10, 15, 20 000 parce que t'as une petite bêtise, donc faut faire attention. Ouais, mais tu On sais, va- moi, il y a un truc tout bête. Hein, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me dit, oui, je comprends pas sur Facebook. Tu sais, qui est dans la perte de poids, dans le changement physique, il me dit les avant-après, quand je mets Ah oui, un avant-après sur Facebook, ça marche pas. c'est fini, ouais. Ça fait 0 vue. Et je dis bah oui, c'est normal, c'est dans la guideline, c'est interdit. Il me dit mais pourquoi il me Enfin, laisse passer la. c'est de nouveau interdit parce qu'à l'époque, c'était pas interdit.
Oui, puis là, depuis quelques temps, alors tu vois, il le laisse passer sur Instagram et pas sur Facebook parce que quand c'est lié au corps, au physique, etc. Et donc tu dis, mais c'est marqué dans la guideline, quoi. C'est-à-dire que si tu veux créer du contenu sur ton changement physique, et tu sais, moi je le sais parce que moi j'ai perdu 30 kilos dans ma vie, hein. Donc j'étais obèse il y a 5 ans et le avant-après, je peux pas le faire. Bon, pour faire la publicité de mon blog, de ce que je fais dessus. Mais les gens disent ah ouais mais c'est con quand même. Bah oui, bah, c'est la règle de Facebook et c'est marqué le pire en plus quelque part. Donc tu peux le faire sur ton blog, mais sur Facebook tu peux pas le faire. Alors si ça te dérange, eh ben c'est comme ça. Il faut accepter. Moi tu sais je dis il faut connaître l'ADN des plateformes sur lesquelles t'es. Medium c'est bien, tu vois Medium, Pulse sur LinkedIn etc. C'est bien comme une plateforme pour aller chercher du relais de visibilité, mais pas pour moi, tu vois, il faut avoir ta maison à toi. Enfin, sincèrement, quoi. Mais disons qu'il faut toujours rediriger vers son lien. Ouais. Des fois, c'est ce que je faisais. Après, j'hésitais parce que j'avais écouté un gars que je suis souvent, Nel Patel, qui disait, ça dépend. À fond, il y a plusieurs stratégies. Soit tu mets tout ton contenu, donc après, tu auras peut-être un problème de dupliquer de contenu, même si c'est moins grave qu'avant. Ou sinon, tu mets une partie de l'intro et tu mets un lien vers ton site. Mais après, les Ouais, plateformes n'aiment pas. Elles disent, ouais. parce que leur but, c'est que tu restes chez eux. Donc, ouais, ça va. Alors le duplicate content là-dessus, en plus c'est super compliqué. Moi, tu vois, j'ai fait un épisode de podcast parce qu'on m'a posé la question. J'ai un membre qui m'a posé la question. On m'a dit tiens, est-ce qu'on risque de duplicate content sur LinkedIn, sur Medium, etc. C'est super compliqué. Moi, ce que je dis, tu vois, c'est que tu as ton contenu central, pilier qui est sur ton blog, et puis tu peux faire. Moi, ce que j'aimais bien faire à l'époque, c'est que je prenais 2-3 articles de mon blog, j'en refaisais un, tu vois, un espèce de mix. Et dessus, je le mets sur Pulse de LinkedIn ou sur Medium, tu vois, avec des liens qui sont placés à l'intérieur. Ça vient pas en concurrence, il n'y a pas de problème de duplicate content, t'as pas tous ces problèmes-là, et en même temps, ça fait un autre contenu qui a une originalité que je peux pousser différemment que ce que j'ai déjà mis sur mon blog, tu vois. Ça permet aussi de refaire un petit peu, de reparler d'anciens contenus, ça refait un peu de lien, enfin, tu vois. Tu peux trouver des moyens. Alors bien sûr, ça fait faire un peu de boulot cette histoire-là, hein. C'est le problème, c'est que ça fait faire un peu de boulot. Mais je trouve que à la limite, c'est une utilisation, tu vois, qui est plus un peu plus maligne. Hein, je dis pas que je suis plus malin que les autres parce que c'est pas le cas du tout. Mais en fait, je me dis, tant qu'à faire, tant qu'à jouer avec leurs règles à eux, essayant de jouer d'une manière qui ne pénalise pas ce qu'on fait à côté, tu vois. Moi, ma hantise, tu vois, c'est de me dire, si je fais un truc sur Medium que ça pénalise mon propre blog, ça me fout les boules, en fait. Parce que, en fait, c'est moi qui fais tout pour Medium. Je fais le contenu, je les aide à se faire connaître, etc. Et à la fin, si ça me pénalise moi, c'est moi le dindon, quoi. Tu vois, et vraiment, ça me plairait pas. Donc, c'est mon C'est vrai. positionnement. Dans tous les cas, donc, bon, on a bien compris, donc c'était bien, on a commencé par la plus grosse partie qu'il faut commencer par avoir son blog. Parce que souvent, surtout la plus jeune génération, parce qu'on a le même âge, commence par les réseaux. Ils pensent qu'il faut. Après ça, que les réseaux sont puissants, donc il n'y a rien à dire. Mais c'est risqué. Donc, ceux qui l'auront compris, donc pour être un pro du contenu et bien faire les choses et construire un business sur le long terme, donc le SEO, le référencement, et donc créer sa propre plateforme, donc WordPress ou autre. Hein. Moi, j'aime bien WordPress, mais après, on peut en faire plein d'autres. Après, ça dépend aussi de son appétence, son développement. Et autres. Donc là, on va plutôt parler donc, des réseaux sociaux. Donc, quel réseau tu conseilles pour lier à son blog et pour évoluer et pour devenir indépendant, parce qu'on en revient toujours, parce que là, on a parlé un peu large. Parce que ceux qui écoutent en général, on est sur l'entrepreneur lifestyle, c'est pour devenir indépendant et avoir une notoriété et vendre des produits en affiliation ou en infoproduit, ou même un business classique, hein, parce que c'est ça qu'on n'en parle pas. Mais j'ai écouté ce matin quelqu'un que tu connais bien, que j'ai écouté sur Do It Yourself, qui, Ouais. il y a d'autres contenus, mais c'est pour vendre son business de service. Donc après, voilà, comme je dis aux gens, on prend toujours les business en ligne un peu à part. Non, on peut avoir un business super dur. Moi, quand j'avais mes agences immobilières, j'aurais connu le blogging et tout ça, mais je l'aurais fait en même temps. Tu vois, c'était lié. Mais bon, après, il faut le savoir, il faut aimer. Donc, parle-nous un peu donc, des réseaux sociaux qu'on devrait utiliser, ceux que tu sens bien, ceux que tu utilises déjà. Enfin, donne ton avis en général, on va dire. Alors moi, il y a un truc, je dis aux gens, c'est qu'il faut miser un peu plus sur Pinterest actuellement, d'ailleurs qui est le seul à pas se présenter comme un réseau social, hein, au passage d'ailleurs, mais ça c'est lié aussi à ma philosophie du contenu evergreen, tu vois, du contenu de longue durée, parce que en fait, Pinterest c'est de la collection, et donc comme c'est de la collection, une collection, finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle prend de la valeur dans le temps quand tu ajoutes des contenus. Donc, tu es moins dans une problématique de flux, d'algorithme, tu vois, parce que Twitter, c'est rigolo, tu mets un message, 15 minutes après, il a disparu. Instagram, Ah, Facebook, 15, c'était gentil. Hein. ouais, ça dépend combien t'en suis. Tu vois, moi, je suis que 100 personnes, donc ils ont une durée de vie un poil plus longue. Mais enfin, 200 maintenant, tu vois. Mais je suis beaucoup moins de monde qu'avant, donc il a une durée de vie qui est relativement
enfin, dans ma timeline, tu vois, on va dire, je remonte à 15 minutes. Mais on est d'accord, hein, c'est court, hein, C'est très court. 15 Par minutes. contre, t'as bien parlé parce que c'est l'opposé. Pinterest et Twitter, c'est l'opposé. Et c'est pour ça que moi, j'adore Pinterest, même si, bon, pareil, mon trafic a baissé, je sais pas pourquoi. Et il y a plein d'évolutions dernièrement, parce que Pinterest, elle est dans l'ombre. Et il y a les vidéos, enfin, il y a plein de trucs, donc il faut y aller. Ouais, mais c'est hallucinant. Et puis même quand je regarde mes trucs, mes likes, tu vois, sur des choses, j'ai des contenus qui remontent, mais qui ont des fois, tu vois, 2-3 ans, qui sont repartagés chez quelqu'un d'autre, tu vois, ça amène du trafic et autres. Parce que c'est la force de la collection, c'est qu'une collection, elle s'enrichit sur le long terme. Et puis, bien sûr, il faut rappeler quand même que Pinterest, pour bien s'en servir, et c'est là où on en revient au fait d'avoir une plateforme à soi, c'est que tu mets un billet de blog chez toi, tu l'épingles sur Pinterest depuis chez toi, donc l'image, Pinterest la récupère. Quand les gens cliquent sur l'épingle sur Pinterest, à un moment donné, ils cliquent, ils arrivent chez toi. Tu vois, Oui. c'est le fonctionnement même de Pinterest. Ce qui est totalement l'opposé de gens comme Facebook, où Facebook fait tout pour que tu ne sortes jamais de chez eux. Instagram, tu n'as que le lien dans la bio ou le lien que tu achètes par la publicité, alors sauf si tu as le swipe up à plus de 10 000 dans les stories. Mais chez Facebook, on fait tout pour que tu sortes pas. Sur Twitter, tu peux sortir, mais t'as pas beaucoup de place, et puis tu as une espèce de bruit permanent, là, etc., où ça va très vite. En plus, ils ont racheté la pub, ce qui est un peu gênant, mais bon, maintenant, Voilà. ils sont rentables, c'est bien pour eux. Ouais, et puis sur LinkedIn, tu as une espèce de mix entre les deux. Moi, LinkedIn, je trouve fabuleux, tu vois, c'est que tu as une portée qui est quand même assez intéressante, etc. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est le comportement, tu vois. Il y a des trucs que je supporte plus. Et ben ça, c'est le défaut du copywriting à un moment donné, quand il y a des messages qui sont trop copyrightés, tu vois, c'est trop, ou storytellé, tu vois. Tu as trop de storytelling, trop de copywriting, etc. Bah, c'est du B2B, donc les gens sont là pour vendre. Ouais, et en fait, ouais, et puis ils le font à une manière, enfin franchement, et puis trop automatisé. Moi, je trouve qu'il y a trop d'automatisation sur LinkedIn, donc des fois, c'est ça. Dis-moi bonjour simplement, ça va, et voilà, quoi. Ouais, c'est robotisé, puis tu vois, tous ceux qui t'envoient un message pour ton anniversaire. Et l'autre jour, je regardais, il y a une personne qui elle m'a envoyé 10 messages dans ma vie, tu vois, à peu près, et les 10 messages, c'est pour fêter un anniversaire de quelque chose. Mince, quoi, attends, il y a l'anniversaire de ma prise de poste à un endroit, l'anniversaire de ma création de mon blog, l'anniversaire de la création de mon podcast. Tu vois, je pourrais créer plein d'anniversaires, elle m'enverrait des anniversaires tous les jours. Et en fait, elle m'a jamais envoyé un message pour me dire, ah bah tiens, j'ai écouté ce que tu as fait, ou j'aime bien ce que tu fais, ou alors tiens, j'ai une question, est-ce qu'on pourrait pas discuter de ça, etc., tu vois. Mais toi, ça, tu bon, m'envoies un message. on va dire que c'est des mauvais vendeurs, parce que moi qui utilise, parce que j'ai une activité de consultant à côté, et tous les jours je suis sur Pinterest, ils m'ont même bloqué derrière parce que j'y vais un peu trop. Mais réellement, c'est puissant parce que mais il faut juste être humain. Quand on est humain sur Pinterest, pas Pinterest, sur LinkedIn, ouais. Réellement, c'est super puissant. Oui. Pour du B2B, hein. Pour du B2B, c'est super. Ben oui, mais il faut se rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que c'est pour ça que j'aime pas trop la notion de avatar, persona, tu vois, qui est un peu, on parle à des personnes. Nous sommes, moi mes slides, tu vois, quand je fais des cours ou des formations, j'ai un slide qui rappelle aux gens que nous sommes d'abord dans un monde où il y a des personnes, tu vois. Alors les personnes, c'est chiant à gérer parce qu'on a nos humeurs, on a notre caractère, etc. Mais le fait d'avoir des relations avec des personnes, avec des gens, et de se rappeler que ce sont des gens à qui tu discutes, etc., bah, fait que au bout d'un moment, si tu arrives à discuter, à créer tu vois, la communication, il faut se rappeler quand même que c'est, à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle et en face, il y a un récepteur, émetteur, récepteur. Si à un moment donné, tu arrives à émettre un message que quelqu'un répond ou que quelqu'un met un message et que toi tu réponds, que tu arrives à créer cette interaction, et ben quelque part, le reste va découler de ça. Et ceux qui sont que dans la robotisation, à mon avis, ils perdent leur temps. Alors j'espère pour eux qu'ils le font avec des robots, parce que sinon, t'imagines, tu fais manuellement à mettre des messages de bon anniversaire à tout le monde tous les jours. Le temps que tu perds à passer pour un robot, pour un couillon, je trouve ça super dommage, tu vois. C'est comme sur Instagram, tu vois, les techniques de follow, unfollow, tu peux le faire si tu l'automatises, mais tu le fais pas à la main, quoi, parce que sinon tu perds le fond à la main, mais c'est pathétique. Ouais, mais c'est. Pour le résultat final, c'est pathétique. Tu te rends compte, c'est énorme, quoi. À la limite, tu vois, je préfère. Moi, j'aime pas cette comportement, puis tu vois, Instagram l'a fini par le punir, c'est le mass viewing de stories, là. Les mecs, ils faisaient 1 million de vues de stories dans la journée avec les robots, etc. Tu te dis, bon, au moins, ils perdent un peu d'argent, mais ils perdent pas de temps à le faire, tu vois. Mais si tu le fais manuellement, tu vois, aller mettre follow, unfollow, etc. Voilà, putain, bordel. Enfin, moi, pardon. C'est des plateformes puissantes, mais moi, Instagram, j'ai jamais été un grand fan. J'y vais, mais j'y vais de moins en moins. Et si je peux, j'ai suivi des gars qui se l'ont retiré. J'ai pas encore eu le courage de le retirer parce que j'ai quand même 1200 personnes qui me suivent.
Et des fois, je vois des liens de la famille, donc, mais moi, réellement, je serais plus courageux, je retirerais tout ça, et puis voilà, parce que réellement, c'est une perte de temps. Même quand j'y vais, des fois, je jette le téléphone, je dis, mais je suis avec mon fils dans la main et je regarde Instagram, mais quelle connerie. Mm. Alors voilà, quoi, c'est une perte de temps. Donc, moi, je suis plus comme toi, parce que là, on parle plus de contenu, hein. De Pinterest, tout à l'heure, je sais pas si j'en ai parlé off ou je parlais de Cora qui repart et qui fait un carton. Ouais. Même s'ils ont changé de politique, parce qu'avant, bon, c'était un vrai mini-blog, maintenant, c'est plutôt donc un espace. Mm. Donc après, à part ce que tu nous as dit, tu as d'autres trucs, d'autres réseaux où tu vas Bah, tu vois, sur Instagram, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve qu'Instagram, c'est le meilleur territoire pour créer ta marque auprès de gens qui te connaissent pas et, tu vois, avoir un espèce de mais suivi. je suis d'accord avec toi, mais j'aime pas quand même. Je suis d'accord avec toi, c'est plus pour les influenceurs, pour les marques, mais là, toi, tu l'as vu du côté business. Moi, je te parle du côté, moi, en tant que personne, où Ouais. je perds plus mon temps qu'autre chose, quoi. Mais en fait, on est tous des influenceurs, quoi. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Tu vois, tu as un débutant, tu vois, que tu as dans ton audience, là, qui t'écoute. Moi, je vais envie de lui dire, enfin, franchement, on est, ce que j'appelais, moi, les influenceurs de la machine à café. Tu sais, ça, c'était mon père, l'influenceur de la machine à café, nos parents, Tipeee, tu sais. J'ai ce souvenir, mais il y a des gens qui le font encore, hein, ce truc-là. Je prends l'exemple, tu vois, on a un tonton, par exemple, qui achète une bagnole. Quand il a sa voiture, il va aller faire le tour de tous les copains, tous les copines, etc. Il va leur montrer la voiture, et puis il va au boulot avec la voiture le premier jour, et puis il leur montre la voiture, et puis tu sais, il influence 10-15 personnes. Bon. Et nous, sur Internet, l'avantage, c'est qu'on peut influencer beaucoup plus de gens, tu vois, dans cette histoire-là. Et pour l'instant, la plateforme qui est la plus intéressante pour influencer, c'est Instagram, parce que dessus, tu es capable de raconter des trucs qui vont disparaître, tu vois, dans les stories, etc., de faire du très rapide, tu es capable de faire quelque chose qui va être plus structuré dans ta grille, tu peux arriver à raconter des histoires en images, si tu te démerdes bien, tu peux faire un peu de photos, de la vidéo, sans que ça soit trop compliqué à faire, tu vois. Après, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, et puis les gens en attendent trop, tu vois, et tu te dis, ah, attends, l'autre, il a 10 000 followers, etc., comment je Bah, vais c'est pour faire? ça que moi, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu dis, mais je préfère dans ces cas-là YouTube. Même si c'est un autre délire, parce que Mmh. ça reste de l'influence. Même si c'est vrai, quand on parle d'influence, on parle automatiquement d'Instagram, parce que c'est le mot que c'est déjà, tout le monde, enfin, il y avait déjà de l'influence, mais c'est vrai que ça s'est développé quand Instagram s'est développé. Et oui, mais je suis d'accord avec toi sur YouTube, tu vois, et c'est pour ça que je vais faire beaucoup plus de YouTube. Je vais un peu, c'est pas que j'ai délaissé YouTube, tu vois, si j'arrive pas à trouver, à prendre le rythme, etc. À l'époque, j'ai fait un mois de vidéos quotidiennes, tu vois, sur YouTube, etc. Bah, d'ailleurs, mes plus belles stats datent de ces époques-là, tu vois, où j'étais obligé de faire des vidéos sur YouTube. Alors, je cherchais des sujets tous les jours, tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont remontés. Et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, pour aller chercher une audience, c'est quand même un moteur de recherche qui est fabuleux. Moi, j'appelle ça le Wikipédia de la nouvelle génération, parce que tu peux répondre à n'importe quelle question par YouTube, et effectivement, tu peux remonter sur tout un tas de recherches. Moi, il y a des gens qui remontent sur des trucs, des vidéos qui ont 3-4 ans, tu vois, maintenant, des trucs comme ça. Je me dis, tiens, ils mettent des commentaires encore, hein, d'ailleurs, tu vois. Mais moi, c'est ce que je dis. Pour moi, la formule magique du SEO, pourtant, je suis moins SEO que toi, largement. Et moi, Mm. comme je te dis, je l'avoue, je vais vers le payant parce que j'en ai marre. Même si, bon, je vais garder peut-être le podcast en termes des SEO parce que maintenant, le monde va vers le podcast, heureusement. Mais quand tu me fais la formule blogging, Pinterest plus YouTube, c'est magique. Mm. Après, et je vais quand même dans ton sens parce que tu as l'impression que j'aimais pas, mais Instagram, c'est puissant. Mais c'est trop Ouais. éphémère, c'est trop jeune. Et, bon, et j'ai 43 ans, mais je me sens jeune, hein. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc qui m'embête avec Instagram. Oui, Et en non, plus, mais je sais pas si t'as appris, YouTube, enfin, Zuckerberg, ouais. et preuve qu'il est puissant, il est en train de chercher un moyen pour tout centraliser. C'est-à-dire qu'il veut faire un lien entre Instagram, ce qui existe déjà, WhatsApp et Messenger, qui leur appartiennent. Mm. Enfin, je dis Messenger, oui, MSN et Messenger, j'ai oublié comment on Ouais, dit. Messenger, ouais. Parce que moi, je Mm. suis à l'ancienne, je disais MSN, tout le monde se moquait de moi. Et il veut essayer de faire un lien, parce que c'est vrai que même maintenant, quand tu prends un message, des fois un message, il te dit que tu veux le lire sur Messenger ou WhatsApp, donc il t'embrouille. Et Mm. il veut essayer de faire un lien pour vraiment tout, parce qu'actuellement, techniquement, il maîtrise tout. Hein. Zuckerberg, en termes de réseau, avec WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook, il veut essayer de les joindre et faire une seule marque. Alors, je sais pas comment il va faire, mais Ouais, mais tu sais, moi, tu sais, j'étais longtemps anti-WhatsApp, messagerie et compagnie. Et puis, il y a pas très longtemps, je me suis mis à faire du WhatsApp. Et sur tu vois, avec des contacts. En fait, c'est pour maintenir le contact avec les gens. En fait, tu vois, c'est un petit peu entre la liste de diffusion, la discussion, etc. Et c'est super intéressant aussi parce que maintenir ce lien de discussion, tu vois, j'envoie un petit message, une petite photo, des fois une petite vidéo, etc. Avant tout le monde, tu vois, vraiment en VIP, vraiment, il n'y a pas grand monde dessus, mais c'est vraiment des VIP. Et c'est intéressant aussi, tu vois, quelque part. Sur Instagram, la messagerie privée, moi je trouve que c'est quand même génial parce que tu vois, il y a des discussions, il y a des gens.
qui m'envoient jamais de message par un autre biais, mais qui l'enverront par Instagram, tu vois. Et je trouve que pour, tu vois, structurer un petit peu ta marque, montrer un petit peu ta marque, lui donner un petit peu du réel, tu vois, de l'authenticité. Alors, même si l'authenticité, pour moi, c'est un mot qui est vraiment trop galvaudé sur Internet, parce que tout le monde dit qu'il est authentique, alors qu'en fait, l'authenticité, tu vois, c'est une définition que j'ai donnée dans le podcast il y a très longtemps, c'est la sincérité. La véritable sincérité, c'est pas qu'avoir de la belle photo, tu vois, on a chacun une tartine de merde, etc. Mais on n'a pas envie de la montrer. Et le problème de l'authenticité, c'est que on dit je suis authentique, mais en fait, on montre pas le côté négatif des choses, etc. Mais tu arrives à faire des trucs, tu vois, qui sont sympas. Moi, il y a des gens, par exemple, dans le domaine un peu, tu vois, Instagram, moi, je dis, c'est ta télé-réalité. Avec de la photo, de la vidéo, tu vois, c'est mon plus belle la vie à moi, si j'ai envie, tu vois, un petit truc comme ça dans le genre là. L'autre jour, j'avais dit ça sur le podcast. T'es le héros de ta propre série, tu peux le faire sur Instagram, tu peux le faire sur YouTube aussi, t'as raison, on peut le faire sur le blog. Tu crées ton propre média. Voilà. C'est là où c'est puissant, ouais. Voilà. Et en fait, tu peux le faire un petit peu partout. Il y a des gens qui vont venir. Tu vois, moi, j'arrive à récupérer des gens. Quelqu'un, hier, il a vu un truc que j'ai mis sur Instagram et puis sur Facebook. Il m'envoie un message en me disant, bah, tiens, où est-ce que je peux voir la suite? Et ben, je vais lui envoyer un lien sur mon blog. Donc, je vais le récupérer sur mon blog. Si je me débrouille bien, le mieux, ça serait même que je lui dise, bah, écoute, c'est dans ma newsletter de mercredi prochain, tu vois. À la limite, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu es sur Facebook, Instagram, etc., ton intérêt ensuite, c'est d'arriver à les basculer sur les autres supports. Et pour moi, le support où il faudrait basculer, c'est le mail. Hein, pour être honnête, pour être un petit peu détaché un peu de tout ça, ça serait vraiment de dire comment on fait pour basculer des gens de Facebook, d'Instagram, de YouTube, même du blog, tu vois, sur le mail. C'est-à-dire un endroit où, mis à part si tu fais des grosses conneries, comme tu disais, te faire cracher ta liste mail, mais attention, les débutants, je pense qu'il faut pas avoir peur trop de tout ça non plus. C'est-à-dire que si on fait les choses normalement, c'est-à-dire que si on est un être humain qui envoie un message à un des autres êtres humains en étant sympathique, pas vendeur de tapis, etc., se faire cracher sa liste, c'est quand même pas si commun que ça, hein, l'histoire du truc. Surtout avec tout ce que tu disais depuis tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux et Pinterest, LinkedIn. C'est vrai que tout le monde s'embête, surtout sur Instagram, à essayer d'impressionner, de changer. Et logiquement, il n'y a rien de plus simple d'être soi-même. Et donc, les gens vont sentir qu'on est qu'un humain, qu'on a quelque chose à donner. Et souvent, les gens se compliquent la vie à vouloir inventer une vie. Et que si tu es toi-même et que tu fais tout pour donner de la valeur, ben voilà, c'est gagnant, quoi. Mais il y a des trucs, tu sais, c'est surprenant. Ce week-end, je me suis fait une réflexion. Tous les semaines, je mets une recette de cuisine sur mon compte Instagram. Et l'autre jour, tu vois, j'ai fait des photos de pancakes et des pancakes, ils sont véganes, tu vois, carrément. Je suis pas végane, hein, mais alors ils sont par miracle des choses. Bon, quelqu'un me dit, mais tiens, t'as fait des pancakes, ils sont véganes. Je dis, bah ouais. Bon, bah tant pis, je vais les mettre comme ça. Et d'habitude, je mets pas ma tête sur les photos, tu vois, de recettes. Je mets le plat. Et l'autre jour, j'ai fait des photos et je fais la photo, un selfie avec mes pancakes dans la main. Puis je regarde ces photos-là, je dis bon, bah tiens, je vais publier celle-là pour voir ce qui se passe. Et ben, elle a eu plus de succès que celle où je montre que la recette toute seule. Ça montre bien quand même que les gens, ils s'attachent au contenu, la photo, le fait que ce soit une recette, mais en fait, ils regardent aussi le personnage, tu vois, que tu arrives à créer. C'est là où je dis que le personnage que tu arrives à dépeindre, à leur montrer le quotidien, eh ben, il est réel. Alors, c'est plus facile quand tu es un vrai être humain qui partage sa vraie vérité, tu vois, son vrai quotidien, plutôt que d'essayer d'inventer un quotidien qui est pas le tien, parce que sinon, tu te fais cracher à la moindre incartade. Et c'est facile, hein, quand tu mens, le moindre truc devient faux, tu te fais cracher. Tu sais, c'est comme l'histoire de la végane qui est plus végane, des Russes qui louent un avion pour faire croire qu'ils prennent l'avion, tu vois, des choses comme ça. Le jour où d'un coup tu manges du poisson ou que tu roules en voiture, les mecs ils disent, putain, c'est bizarre, ça ressemble pas à ce que tu fais d'habitude. Moi, tu vois, quand je dis je vais courir le dimanche matin, je vais vraiment courir le dimanche matin. Tu vois, il y a un moment donné, tu peux venir à la maison elle ressemble à ce qu'elle est dans les vidéos YouTube. Il y a pas de, tu vois, je loue pas un beau studio pour faire croire que j'ai une grande maison ou quoi que ce soit. Non, c'est la vraie vérité, tu vois. Alors ça, c'est peut-être moins beau que ceux qui font le tour du monde en apparence, mais en fait, j'ai pas de risque aussi de me faire planter en disant, bah tiens, ça a pas l'air très vrai ton truc, tu vois. C'est ça, il faut te vérifier. Mais dans tout cas, on le voit donc sur ce que tu produis. Et puis en plus, on a en général pour l'expérience qu'on a de ceux qui réussissent et qui avancent en général. Voilà, en général, elles sont assez naturelles, assez vraies. Et donc on le voit. Et puis souvent, comme on le dit, souvent il faut être vulnérable, sans tricher. Ne pas essayer parce que voilà, quand on s'expose, et c'est moi ce qui m'est arrivé, hein, quand il y a un an et demi, je me suis mis sur YouTube, je dis oh là là, je monte ma tête. Et comme j'ai pas trop de problèmes, parce qu'en plus je viens du porte-à-porte, donc il y a plus de 15 ans, voilà, j'ai pas peur des gens. Pourtant je suis introverti, mais ça me dérange pas de parler. Tant que je sais que j'ai des choses vraies
comme dans le podcast que je vais apporter de la valeur, pourquoi pas, quoi. Vraiment, il y a rien de, et comme j'ai pris de l'âge, enfin, j'ai une vieille phrase américaine qui dit que à 20 ans, tu t'occupes de ce que les gens disent. Je fais un grand bond, ce que j'ai dit à 30 ans, et à 40 ans, tu comprends que les gens s'en foutent de toi, ils s'en occupent que d'eux, et que tu n'auras qu'une petite partie, comme on dit, il faut les 1000 clients, les 1000 personnes qui vont te suivre, qui t'aiment bien, et puis on va échanger, et puis c'est tout. Et c'est là où l'avantage du podcast, parce que c'est pareil, une autre façon de consommer, mais c'est pour les passionnés, parce que tout à l'heure, en plus, tu parlais de, ça me fait rire, les radios publiques, enfin les radios privées, parce que moi aussi j'ai commencé comme ça, il y a plein de radios, maintenant, certaines sont devenues un peu plus classiques, on va dire. Bah, à l'époque, j'avais du mal à les entendre, ça captait mal, j'ai écouté que de 10h à minuit, j'étais content de les avoir découverts, ou j'en parlais à mes amis. Voilà, quoi, et ça revient au podcast. Pour moi, c'est la même chose. Ouais, mais tu sais, le podcast, moi, je trouve qu'il a un domaine. Alors, il a l'intimité de la voix parce que, en fait, je dis des trucs sur le podcast. Bon, pour l'anecdote, hein, c'est que j'enregistre tous les matins, moi, entre 5h et 6h à peu près dans ces zones-là. Des fois, je suis en retard, tu vois, ça dépend le temps de si je fais ma méditation avant, comment je la fais, etc. Mais et mon petit yoga. Mais en fait, je pourrais enregistrer à poil, tu vois. Les gens, ils se font une image de. Tu vois, à un moment, je filmais le podcast et ça m'a mis des contraintes. Tu sais, j'étais obligé de regarder la caméra, de surveiller l'éclairage, de démarrer les trucs, etc. C'était compliqué. Et maintenant, tu vois, le podcast, le matin, comme ça, tranquillement, je me fais mon petit thé, ma petite infusion, tu vois, je me mets devant, je mets un petit peu de lumière, c'est presque sombre, je chante un petit peu avant, tu vois, je fais mes petites pompes, etc. Mais je pourrais être habillé n'importe comment. Des fois, tu vois, je suis allé courir et je fais mon podcast en revenant de courir. Je suis tout dégoulinant, les gens ils s'en rendent pas compte. Ou des fois, tu vois, je me mets en tenue de sport, je dis bon allez, je fais mon podcast, j'ai un quart d'heure et après je vais courir. Et tu vois, sur YouTube, ça se verrait tout de suite ma tête, etc. et autres. Là, les gens ils peuvent se faire imaginer n'importe quoi en fait. Tu vois, ils savent pas. Et puis c'est l'imaginaire qui va rentrer. Et les gens ils auraient l'impression, tu vois, d'être à côté. Tout à l'heure, tu as parlé de l'épisode Génération Do It Yourself. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui était super intéressant. Il m'a dit, tu sais, c'est typiquement les personnes qui écoutent le podcast en voiture. Parce que hier encore, m'a envoyé un message, on me disait, écoute, je fais 2 heures de voiture par jour et dedans, j'écoute le podcast. Et quelqu'un m'a dit un truc, il m'a dit, écoute, cet épisode avec Génération Do It Yourself, avec Mathieu et Stéphanie, il me dit, j'avais l'impression que vous étiez l'un à côté de l'autre dans la voiture, à côté de moi, en train de discuter et que vous discutiez comme ça et que j'écoutais votre discussion. Et ça, tu vois, c'est un truc, lui, en l'écoutant, il avait l'impression que on était dans la voiture avec lui. Quelqu'un d'autre, en nous écoutant, peut avoir l'impression qu'on est là à côté de lui pendant qu'il promène son chien, d'autres pendant qu'on court, d'autres pendant qu'il travaille, etc. Et ça, il y a aucun autre support, moi je trouve, qui le fait, tout simplement parce que le YouTube, il te place dans l'environnement où est la personne, tu vois. Moi, si je fais une vidéo dans mon bureau, t'es dans mon bureau. Alors que le podcast, je suis chez toi. Tu vois, et ça, c'est comme la radio. On rentre chez les gens dans leur intimité, au moment où ils veulent écouter, etc. Si ça se trouve, il y a des gens, tu vois, ils sont en train de nous écouter, ils sont en train de prendre leur bain, ils sont sous leur douche, etc. Et puis, tant mieux. Et, bah, au passage, n'oubliez pas de vous savonner derrière les oreilles, tu vois, j'ai envie de dire. Mais le truc, c'est génial pour coucou ça. à toutes les personnes qui nous écoutent en train de conduire, en train de faire à manger, dans les transports, enfin, Ouais, tout ça, parce que c'est vrai qu'on les oublie, mais merci à vous de nous soutenir. Et c'est marrant parce que YouTube est quand même la deuxième plateforme de podcast. J'ai écouté ça la semaine dernière parce que moi, pareil, j'écoute du podcast quasiment 3-4 heures par jour. Et parce que, bah, bien sûr, ça iTunes, mais derrière, c'est YouTube. Ensuite, c'est Spotify, je crois. Et puis après, il y a Google Podcast, mais c'est la même famille. Et bizarrement, les grands podcasteurs ont du mal à faire un carton sur YouTube parce que bah, YouTube veut vraiment une image. Mais pourtant, en fin de compte, quand tu fais un podcast vidéo, là, ils adorent. Quelqu'un que je suis qui s'appelle Lewis Howe et le plus grand podcasteur qui cette année fera 100 millions, j'ai oublié son nom, à Rogan. Même si bon, oui. il est un peu limite parce qu'il maintenant il fait des 3 heures et en plus il commence pendant 7 minutes, il fait que de la pub. Donc au lieu de parler, il fait la pub. Maintenant il te donne 3-4 partenaires pendant des siècles, puis après il parle. Mais bon, en parenthèse, il est quand même bien, il y a rien à dire. Donc YouTube quand même est puissant pour encore plus développer le podcast. Ils veulent le faire, mais ils ont le cul entre deux chaises. Ils disent est-ce qu'on leur laisse la grande place et on met le côté juste au vieux avec juste le petit, j'ai oublié le truc là. La wave, ouais, la forme. La wave, ou parce que ils pourraient encore plus développer, mais je pense qu'ils sont pas sûrs.
Ouais, mais t'as vu, ça me met des contraintes aussi, parce que tu vois, l'autre jour, je regardais le podcast de Tim Ferriss maintenant qui est filmé. Tout à fait. Bon, Tim Ferriss, il le fait quand même à la cool, moi. Tu vois, je trouve, ils sont chacun dans un canapé, ils ont le micro à la main, tu vois, il n'y a pas le casque, il n'y a pas de studio, il doit y avoir 2 caméras qui filment, peut-être 3 caméras, enfin 3 caméras quand même, toi. C'est un plan large. Là, nous, on est à distance. Tu vois, si on devait faire l'épisode filmé avec les contre-champs, les champs contre-champs et compagnie, t'imagines déjà, il aurait fallu se déplacer, se retrouver au même endroit, il aurait Ouais, fallu mais mettre là, en place un oui, mais studio. là, c'est un extrême, c'est des pros, ouais. Tout à fait. Ouais, et donc les Joe Rogan et compagnie, ils vont pouvoir le faire. Tu vois, moi, j'écoute un mec comme Rich Roll. Rich Roll, il a un studio, tu vois, et j'ai perdu le nom du gars aussi qui a enregistré tout dans Ouais, son. mais non, parce que je comprends ce que tu veux dire, excuse-moi de te couper, mais on peut aussi le faire en Zoom, parce que là, je t'ai contacté Ouais, par Zoom, et j'ai connais un podcast d'immobilier que je connais très bien, Bigger Podcast aux États-Unis, et il y a plein d'autres qui le font, on voit que l'image, c'est vrai que c'est pas très technique, c'est pas très vidéasque, on va dire, ça tourne pas dans tous voilà. les sens, Et en fait, t'as mais pas on la. voit on voit quand même les têtes. Ouais, on voit la tête, tu vois, mais c'est là où finalement la tête, elle te sert à rien. Et C'est parce vrai. que bon, tu verras un peu la réaction, etc., mais tu vois pas tout. Là où c'est intéressant, tu vois, et j'ai vu l'autre jour un article là-dessus qui disait qu'en fait, les podcasteurs, quand ils se mettent sur YouTube, ce qu'ils essaieraient de faire, les gros podcasteurs, c'est carrément d'aller dans des trucs qui ressemblent à des vrais studios, tu vois, où vraiment ils vont, où l'image apporte un plus. Mais c'est valable pour des gros, tu vois, parce que ça donne une structuration, ça demande beaucoup de travail pour le faire, et ça peut être valable pour eux. Et je pense que dans ce cas-là, leur podcast aura du succès sur YouTube. Parce que ça devient des shows, tu vois, ça devient des véritables shows. Il y a un truc que je me dis chez les Américains, c'est en fait leur volonté de le faire aussi, c'est parce que pour certains, je pense qu'ils ils ont la volonté de vendre des concepts à des chaînes de télé, tu vois, des choses comme ça. Tu sais, t'as tellement de chaînes de télé aux États-Unis, ils ont besoin de contenu, ces mecs-là. Ouais. T'imagines, tu fais un show qui fait 40 minutes. Tu dis, bah tiens, j'ai une vidéo HD, etc. Tu peux dire à tous les networks américains, des petites chaînes télé locales, etc. Vous voulez pas l'acheter mon truc là pour diffuser le matin, etc. Tu vois. Dans ce Ouais, je cas-là, il pense. faut que tu sois filmé. Tu sais, mais un peu comme la NPR, hein, tu sais, fais de la radio, tu sais, t'as plein d'émissions qui passent. Tu pourrais te dire, si je suis podcasteur, tu vois, si j'arrive à transformer mon show, mon interview en vidéo avec une bonne qualité, des chants, des contre-chants, etc. Si ça se trouve un jour, j'ai des petites télés, tu vois, qui seraient intéressées pour acheter mon truc et gagner des royalties sur ce concept-là qui devient une vidéo. Et ça, je pense que ça peut être un J'ai pas business. pensé comme ça, mais c'est aussi pour ça que moi, j'aime pas l'esprit, je suis désolé de le dire, hein, en tant que français, l'esprit des podcasts français, enfin, de ce qu'ils appellent podcast, parce qu'il y a plein de, bon, aux États-Unis, c'est vraiment développé. Alors, Mm. les radios classiques n'essaient pas de se dire podcasteurs. Elles sont Ouais, radio et podcast. Et ici, les radios ont sauté sur le podcast et elles essaient de, en fin de compte, d'annihiler, en fin de compte, ceux qui veulent faire les podcasts. ouais, C'est-à-dire que c'est, donc, j'irai pas dire les marques, j'ai failli dire les marques, mais, enfin, tu les connais, France, je sais pas quoi, ou Radio Ceci, et que ouais. reste les radios et laissez nous faire notre boulot. On veut devenir podcasteur, on a envie de le devenir, on le fait. Et en fin de compte, quand on va sur certaines plateformes, on voit que les radios y mettent. Mm. Il y a plein de podcasteurs qui se défoncent et qui ont des choses à dire. Et en fin de compte, on fait la promotion des radios. Donc ça Ouais, se mais fait. tu sais, je me suis énervé contre eux il y a pas longtemps. J'ai fait, Ah, toi aussi. ouais, j'ai fait des épisodes là-dessus et tout. Il y a un épisode où j'ai poussé un coup de gueule en disant que le podcast natif était en danger, mais à cause de ces plateformes. Mais en fait, le truc, c'est que c'est les journalistes, tu sais, les radios, je sais pas si tu as vu les audiences médiamétrie, les radios perdent en audience tout de suite. Elles ont perdu 7 à 8 points d'audience en quelques mois, quelques années. Et en même temps, si tu te branches, tu vois, enfin, tous les matins, j'amène ma fille à la crèche. Et ben, ce matin, je me suis fait la réflexion, j'allume, il y avait la radio qui allumait dans la voiture machinalement, et je me tape de la pub, 5 minutes de journal, de la pub, et finalement, quand j'arrive à la crèche de ma fille, on a eu, allez, 2 minutes d'une chanson, tu vois, un truc comme ça. Euh, Est-ce que franchement, tu as envie d'écouter un truc comme ça? Enfin, tu réfléchis vraiment au truc, c'est la facilité dans ta bagnole, tu Mais vois, tu comme tu allumes la l'as dit, radio par c'est le réflexe. facilité. C'est le réflexe. Ouais, Ouais. c'est un Ou réflexe, c'est la sinon, tu facilité. attends la radio qui te dit 1 heure sans pub. Ce qui est rare. Voilà. Ouais. Ouais, c'est rare. Et en plus, après, ils vont te passer 3 fois le même titre, etc. Tu vois, t'as l'impression. Et à côté de ça, t'as des mecs qui arrivent avec un podcast, tu vois. Tu te dis, bon, maintenant, écoute, j'ai envie d'écouter un truc sur le marketing. Tac, je me mets ça, un quart d'heure. J'ai envie d'écouter un truc sur l'entrepreneuriat. Tac, je me mets ça une demi-heure. J'ai envie d'écouter ça, tiens, un truc sur le sport parce que ce soir, je vais courir, j'ai envie de me mettre dans l'ambiance de l'entraînement, etc. J'écoute le podcast de je sais pas quoi qui va durer 1 heure, etc. J'ai 40 minutes de rouge, je le mets en accéléré. Enfin, tu vois, c'est une vraie liberté, cette espèce de truc. Sauf que le problème, c'est que ça rentre pas dans les formats des publicités, tu vois. Il y a des gens qui veulent vivre du podcast, et donc eux, il leur faut des formats comme à la radio. Tu puisses mettre une pub au début, une pub à la fin, l'entrecouper, que ça ressemble à des formats connus, tu vois. Que le format, tu puisses aussi le mettre sur des radios si un jour on en a besoin. Donc il faut pas que ça dure plus de
Tu sais, le truc que tu as vu au Paris Podcast Festival, tu as peut-être vu cette stat-là qui disait un podcast idéalement doit faire autour de 20-25 minutes. Et attends, moi je m'en fous, moi j'ai fait des podcasts qui font 2 heures. Quand le podcast qui a eu le plus de succès, l'épisode de plus de succès chez moi, c'est le plus long, il fait 2 heures. Donc tu vois, et Joe Rogan, tu disais 3 heures. T'imagines le truc, Génération de Nouvelles sur 7, il fait 1h30. C'est pas souvent, mais bon, en général, il est plutôt autour des 2 heures. Et puis bon, après, c'est normal, il y a des invités qui ont beaucoup de choses à dire, c'est des grosses émissions. Et puis lui, oui, c'est un podcast, c'est une télé, parce que je le regarde moins, parce que j'ai pas le temps. Et je préfère prendre des petits morceaux, parce que comme tu dis, ouais, je préfère prendre des informations plutôt techniques sur le marketing et autres. Mais des fois, je peux avoir un coup de folie, je l'écoute, mais bon, je vais avancer un peu. Mais ça m'arrive, hein. Oui, mais tu sais, Génération de Self, il expliquait, il disait, oui, les gens le consomment aussi en plusieurs morceaux, tu vois, le beau truc, tu te dis, bon, bah, tiens, je vais en écouter un bout le matin, un bout le soir, etc. Tu sais, tu coupes à peu près, des fois, quand c'est bien chapitré, c'est peut-être à nous aussi de mieux chapitrer, tu vois, pour que les gens disent, bah, tiens, j'ai un petit quart d'heure à ce moment-là, j'ai 20 minutes à ce moment-là. Tu peux le lire en accéléré. Moi, il y a plein de fois de trucs, je les saute, tu vois, je m'en fous. Mais est-ce que tu connais un autre média qui donne autant de temps à l'invité pour parler? Hein, franchement, regarde le temps que tu m'as donné là. Je sais pas depuis combien de temps on enregistre, mais Ouais, tu te rends compte? et en général, des fois, j'ai moins d'1 heure. Mais ça dépend, parce qu'après, moi, c'est les faux feelings. Comme tu as vu, Mm, je l'ai dit, hein, moi, je prépare pas les questions. Des fois, je prépare quand j'ai envie, et quand j'ai pas envie. Je sais mm, sur quoi on va tomber. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé. Merci à vous. Donc, voilà. voilà. Enfin, merci à tous, que moi je tutoie. Mais bon, vous, c'est pour tout le monde. C'est compris. Donc là, on a parlé un peu de toutes les plateformes. Tu as d'autres que tu veux nous parler? Parce que je crois, en off, on a parlé un peu de Stitcher, Stitcher, De Twitch? de Twitch Ouais. et de TikTok. Ouais, non, oui, c'est ce que je te disais en off, hein, c'est que je pense qu'il faut pas non plus, tu vois, il y a plein de plateformes qui naissent, etc., qui meurent. Moi, j'avais testé Musical.ly avant que ce soit racheté par TikTok, et je m'étais dit, c'est pas pour moi, tu vois, c'est comme à une époque Snapchat. J'ai fait beaucoup de Snapchat, mais j'arrivais pas à trouver de l'audience sur Snapchat. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Musical.ly, je me suis dit, ouais, putain, c'est et encore, tu vois, moi, je suis au contact d'étudiants, mais je me suis dit, je vais pas faire du contenu pour mes étudiants. Ils en ont déjà marre de me voir, tu vois, quand j'étais, parce que j'étais maître de conférence à la fac, hein, jusqu'à il y a quelques mois. Et en plus de mes activités, et donc, je me dis, oh non, ils ont pas envie de me regarder de toute façon, à qui ça va servir, puis faire le mariole, tu vois, dans le truc, ça m'intéressait pas. Mais il y a un truc quand même que je vois sur TikTok, par exemple, c'est que sur Twitter, hier, je me suis fait la réflexion, j'ai vu au moins 5 ou 6 vidéos qui sont extraites de TikTok et qui sont partagées sur Twitter, avec des contenus des fois qui sont intéressants, tu vois. Et je me dis, ah, il y a un truc, peut-être il y a un truc qui se passe quand même, tu vois. Il faut pas non plus se dire, c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes, parce que je pense que, tu sais, c'est le même phénomène que ce qui s'est passé partout. À une époque, ceux qui sont inscrits sur Facebook, il faut se rappeler quand même, c'était des étudiants, que les étudiants maintenant, ils ont 35, 36 ans, 37 ans, que la moyenne d'âge de Facebook, c'est 44 ans. Alors mes étudiants, ils me disent, ouais, Facebook, c'est un truc de vieux, etc. et tout. Bah oui, ils ont raison. Mais leur truc de TikTok de maintenant, qui est pour les jeunes, sera un truc pour les vieux. Le Snapchat qu'ils utilisaient il y a quelques temps va devenir un truc pour les vieux, parce que eux vont rester dessus, tu vois. Et puis il y a les parents, tu vois, des jeunes qui sont inscrits, etc. Et si ça se trouve, dans nos domaines respectifs, on a peut-être, tu vois, une prise pour leur parler. Tu vois, moi, par exemple, je me dis, tu vois, moi, j'ai perdu du poids, etc. J'ai 43 ans, je suis papa depuis pas très longtemps. Si ça se trouve, j'ai des gens, tu vois, qui pourraient être sur TikTok, qui pourraient être intéressés par ce que je fais. Alors je me dis, il faut tester. Et puis l'autre truc qui était de dire aussi, c'était de dire le live, genre Twitch et compagnie, ça reste quand même des plateformes qui sont intéressantes. Tu vois, l'autre jour, quand je vois que Cyprien fait un live sur Twitch, je me dis quand même, c'est que tu vois, il y a des émissions du matin. Alors j'ai perdu le nom, tu vois, mais il y a des lives de news du matin. T'en trouves sur YouTube, hein, genre des Naotech et compagnie, mais tu trouves aussi, tu vois, des Cédric Bonnet, des gens comme ça qui font du live le matin sur Twitch pour faire de l'actu tech, tu vois. T'es pas que dans le jeu dans Twitch. Et faut se rappeler que derrière c'est Amazon et qu'il y a de la monétisation sur Twitch. Tu sais, les gens peuvent donner de l'argent directement, tu peux avoir des dons, tu peux avoir. Si t'es abonné Prime, Amazon Prime, et ben tu sais que tu peux donner des pièces hein, aux Twitchers que t'aimes bien. Et ben n'empêche que si tu arrives à convaincre quelques personnes de donner un peu d'argent, tu peux peut-être monétiser d'une manière différente, tu vois. Ça change ta relation aussi par rapport à YouTube. En fin de compte, il y a plein de façons de faire. Et en plus, comme tu dis, parce que toi, t'en parlais, mais j'ai pas voulu te couper. C'est que après, bon, faut avoir le temps. Mais techniquement, comme toutes les plateformes vont vers la vidéo, si tu prends la vidéo, tu fais un morceau de vidéo et puis après tu retranscris, donc ça fait un article de blog. Et puis si tu as le temps, ou sinon faut avoir un community manager ou quelqu'un qui le fait. Et puis tu peux envoyer sur toutes les plateformes, hein. Il y en a où tu seras Oui. présent, tu seras forte. Et puis le Mm. reste, tu auras juste une semi-présence, mais tu auras déjà un faux backlink, c'est pas un backlink, mais bon, tu auras déjà un lien quelque part. Et puis, par chance, on va te trouver. Et toi-même, quand tu vas regarder ton Google Analytics, tu te dis, oh, je suis pas mal là, peut-être que je devrais mettre un effort par là.
Ouais, puis tu sais, il y a un truc que dit Seth Godin qui est super intéressant, c'est que Seth Godin, dont je recommande, je pense que tu as lu Seth Godin un peu comme tout le monde. J'ai Enfin, du mal. J'ai pris ouais, code 4 de ce bouquin. Tout le monde en parle. Je sais que c'est le ponte. Il m'envoie des mails tous les jours parce qu'il envoie des mails tous les jours. Je lis jamais. ouais. Et Donc, ben en fait, dans son bouquin, c'est ça le marketing, This is Marketing là qui a été traduit. Il dit un truc qui est super intéressant et je l'avais dit aussi parce que moi, franchement, je suis vraiment, tu vois, dans le mode de pensée. Seth Godin au passage, ça fait 20 ans qu'il blogue tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais tu vois, c'est un vieux blogueur il a pas de stats sur son site, il a pas de commentaires, il s'en moque. Et en fait, tu sais pourquoi il s'en moque? Parce que ce qui le préoccupe lui, c'est de diffuser sa marque. Et il dit un truc intéressant. Il tout à dit, fait. j'ai pas envie que les gens me cherchent, que j'arrive premier sur le mot blog sur Google, tu vois, parce qu'en fait, il irait récupérer des gens qui ne l'intéressent pas, tu vois. Si je sors numéro 1 sur blog, effectivement, ça va m'amener une audience qui est énorme, mais en fait, il y a 99% de cette audience qui sera inutile pour moi parce que ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils cherchent le mot blog, en fait, c'est qu'ils cherchent la thématique de laquelle je vais parler, sur quoi je vais les aider. Et Seth Godin, il dit un truc qui est intéressant, il dit, moi, je veux que les gens, ils tapent le mot Seth, tu vois, son prénom, tu vois, ou Seth Godin sur Google, et qu'ils le trouvent, et qu'ils trouvent son blog en cherchant lui directement. Et c'est ça le branding, tu vois, Ouais, la bah, c'est le marque. but, hein. Et Mais, en fait, oui, tout ce que tu fais excuse-moi. à côté, ça sert à ça, tu vois. Mais moi, je vais plus noter sur, parce que je sais que c'est le ponte, mais j'ai du mal à le lire ou ni à l'écouter. Et je reçois ses mails tous les jours. Mm. Et j'ai retenu un truc qu'il a dit dernièrement. Il a même fait un article et même Pat Flynn a parlé de lui. Il disait que le podcast, c'est le renouveau du blog ou une connerie comme ça. Il Ouais. disait, voilà, et même lui s'y est remis, parce qu'il avait commencé un moment, puis il s'y est remis, et il disait, voilà, ce que était le blog il y a 20 ans, enfin, il y a 15 ans, et ce qui était énorme déjà, c'est le podcast. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Ouais, et puis tu vois, le truc qui est intéressant, c'est que tu dis, je crée, tu vois, de la proximité avec le podcast, je vais créer de la proximité, par exemple, avec Instagram, je vais avoir des gens qui vont regarder sur YouTube, etc. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est qu'ils impactent le fait que, en fait, le nom, tu vois, et tu deviennes un truc, pour moi, tu vois, si en tant que créateur de contenu, ce qu'on devrait essayer de devenir, c'est la référence des gens dans le domaine dans lequel on est. Tu vois, que tu te dises, pour telle personne, mon référent, pour tel domaine, mon référent, c'est telle personne, tu vois. Alors, tu te dis, bon, par exemple, je veux être le référent des gens sur la partie création de contenu, tu vois, pour moi. Enfin, c'est même pas ce que je cherche en plus d'ailleurs. Mais par exemple, on va dire sur la perte de poids, tu vois. Allez, hop, je donne un exemple à la con. Il me dit, je voudrais que les gens, tu vois, ils impactent quand ils disent, je veux une recette de cuisine pour perdre du poids, ça soit Bertrand Soulier ou telle personne, telle personne, telle personne. Et en fait, tous les contenus que tu fais, ça va aller dans ce sens-là, tu vois. Ça va montrer que tu es compétent, que tu peux un petit peu les distraire, que tu peux les inspirer à faire la même chose, etc. Et à un moment donné, quand ils ont besoin de répondre à la question, eh ben, ils pensent à toi. Tu vois, et ils tapent ton nom dans Google. Et dans ce cas-là, bah, t'es premier en référencement. Il y a personne qui vient de piquer le nom. Enfin, sauf sur moi où j'ai un homonyme. Mais il y a Moi aussi. personne qui vient de piquer le nom. Alors, toi, c'est encore pire. Mais moi, je parle pas de foot, ça va. Et en plus, Ouais, ça va, toi. maintenant, je le dis bien, c'est Thierry #Henry. Donc, c'est la Ouais. seule différence que je peux Et, faire. Et moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis, si vous tapez, il y a deux Bertrand Soulier sur Google. Si vous tombez sur celui qui chante, c'est surtout pas moi. Et pour l'anecdote, un jour, tu sais que Charlie Couture m'avait invité chez lui en me disant, bah tiens, il m'a envoyé un message. Quand tu viens à New York, viens au loft, on se fera un petit truc et tout. Et je lui ai dit, cher Charlie, j'accepte avec volontiers l'invitation, mais malheureusement, je ne chante pas du tout. C'est pas moi. Moi, Donc, bizarrement, j'ai la même chose, mais je pense que les gens font exprès parce qu'ils me disent oui, enfin, j'ai les deux cas. Soit on me demande de l'argent, et je dis, mais non, mais je suis pas la personne que tu crois. ouais. Donc, même si je parle d'argent, mais je suis pas le footballeur. Ou sinon, oui, j'adore ce que tu fais depuis quand tu fais du foot. Hein, non, Ouais. c'est pas moi. Et moi, toi, tu réponds, moi, je réponds pas. Ça, maintenant, ça m'énerve. Donc, je réponds. Oh, mais moi je réponds. Bah après, j'en ai pas tant que ça parce que moi, il est beaucoup moins connu que le tien. Et tu vois, moi, le mien, il sera jamais champion du monde. Je pense. Enfin, maintenant, il est acteur, tu vois, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis sur ton nom. Bon, toi, tu as de la concurrence. Moi aussi, j'ai un peu de concurrence, mais il y a plein de gens qui n'ont aucune concurrence sur Google sur leur propre nom. Ce qu'il faut qu'on arrive à impacter dans les gens, tu vois, finalement, c'est le fait de se dire, bah tiens, un tel a vu ça. Je crois que je crois que c'est Bertrand, je crois que c'est Thierry, etc. Comment je le tape? Et que là, bam, tu arrives. Et tu vois, on parlait de publicité, si tu veux boucler sur cette histoire-là, t'achètes ton nom sur Google en AdSense, en AdWords, pardon, t'achètes ton nom en publicité, ça va te coûter quoi 5 euros de l'année, un truc dans le genre-là. Tu mets des liens, tu sais, qui vont vers des pages profondes, vers ton business, vers ta page de produit, vers ta formation que tu veux vendre, etc., vers les pages de présentation, vers ton formulaire de contact directement. Ça va rien te coûter parce qu'au clic, ça va te coûter 30 centimes du clic. Par contre, ça peut te rapporter, tu vois, tes 5 euros peuvent te rapporter beaucoup d'argent. Donc, j'ai envie de te dire, c'est la stratégie d'imprimer ta marque, qu'elle soit marque personnelle ou marque ombrelle, hein, comme on peut l'appeler.
Je trouve qu'elle marche bien. Et toi, le contenu, c'est un élément intéressant pour arriver à le faire. Surtout que le contenu, pour finir sur ça et aller sur ce que tu disais, parce que moi, on m'en a parlé, mais moi, comme pour moi, le mot concurrence n'existe pas. Des gens comme moi, il y a que moi. Donc toi, Bertrand Soulier, il n'y a que toi, techniquement en tant que personne. Donc quand tu vas en profondeur et que tu donnes du contenu, les gens, ils viennent pour plus qu'un nom. Mais quand tu tapes des fois certains mots qui sont liés à moi, mon activité de business en ligne, je tombe en premier. Donc quand tu mets Thierry, moi, je faisais beaucoup de Printful. Ouais. Printful, tu tombais sur moi. Donc quand tu rajoutes le nom, le prénom avec un élément, tu tombais sur moi. Donc c'est pas si mal aussi. Donc après, pour ceux qui ont peur, qui ont des homonymes et qui écoutaient l'émission, là, ils vont dire, oh là là, je ne me sentirai jamais. Il faut juste être fort, bien sûr, avoir son nom, mais aussi être fort dans sa niche, dans son domaine, pour qu'en fait, on ressorte aussi plus facilement. Ouais, ben tu sais, tu te rappelleras juste la citation de Jeff Bezos, qui dit la marque, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es plus là. En fait, il faut qu'à un moment donné, les gens, ils impriment que tu es dans un domaine et que tu parles de ça. Et après, comme tu dis, ils vont faire l'association, tu vois, ils vont dire, ah bah tiens, j'ai écouté Thierry Henry, j'ai écouté ton épisode sur Printful, tu vois, c'était intéressant le truc. Et je dis, bah tiens, maintenant si je veux des conseils, je vais chercher Thierry Henry, je l'ai écouté sur son podcast, Printful, bam, et forcément, c'est toi qui sors premier. Et dans ce cas-là, tout ce que tu as fait sur ton travail de marque, finalement, va retomber sur le contenu que tu as créé. Et à partir de ce contenu-là, c'est à toi d'amener vers des formations, vers tes prestations, vers ton coaching, etc. Tu vois, pour rebondir sur le fait de comment est-ce qu'on gagne de l'argent et tout ça, c'est comme ça. Finalement, cet ensemble de marques cohérents, tu arrives à promouvoir ton contenu et tes services par ce biais-là. Bon, on a bien fini, même si tu sais qu'en finissant, je vais te poser 5 questions. Vas-y. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Même si j'ai bien compris que tu en as plusieurs. Enfin, tu as plusieurs activités qui... Ah, tu sais, mon rêve, pour moi, mon rêve, c'est de ne pas sortir de la maison. Tu sais, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc qui était intéressant sur le fait que tu es introverti. Et moi, je suis un introverti, mais j'étais timide. Au début, je pensais que j'étais timide, et puis j'ai compris que j'étais surtout un introverti, parce que les gens disent, mais comment tu fais des cours à 500 élèves et t'es timide, introverti? Bah oui, c'est possible, c'est facile. Mais tu sais, moi, les gens, en fait, les petits groupes de gens m'épuisent souvent. Et mon truc à moi, ça serait de dire comment je fais pour... je sais pas la thématique, tu vois, sincèrement, mais le truc, moi, c'est de dire, je crée depuis mon bureau, tu vois, là, je suis dans mon bureau tranquillement, on discute, et c'est d'arriver à interagir avec les gens, de créer du contenu, mais ce sera pas forcément, tu vois, de parler que de création de contenu, mais ça pourrait être de plein de trucs de thématiques. Et des fois, je me réfléchis, tu vois, je me dis comment je pourrais appliquer tout ce que je sais dans mon domaine, mais à un produit qui est totalement différent. On l'a fait un peu avec ma femme sur le thé. Tu vois, je me dis, on pourrait le faire sur des produits, mais j'ai pas envie de faire dropshipping, tu vois, non plus, donc je sais pas trop. Mais l'esprit, tu vois, c'est plutôt ça. D'accord. Donc plutôt essayer de réunir les 15-20 ans que tu as derrière toi et de les mettre dans un produit, ça? Oui, mais tu vois, j'ai commencé à écrire, j'ai 2 bouquins qui sont en phase d'écriture, je fais Aussi. des formations en ligne, oui, le bouquin, tu sais, alors normalement, ça ferait 1 an et demi que le premier devrait être sorti. Après, j'ai dit au 1er août, je le sors et tout, et puis j'ai fait des préventes, et puis comme les préventes n'ont pas marché, j'ai dit tant pis, tu sais, ça m'a pas motivé non plus l'histoire. Et pourquoi? Parce que je l'ai mal marketé, tu vois, tu sais, on dit on apprend tout le temps. Bah oui, je l'ai mal marketé. À un moment donné, je mets une page et je dis achetez-le. Et attends, les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils achètent ce truc-là? Et hier, tu vois, je vois un mec qui fait une vidéo là-dessus, et il met son produit, il dit, je fais ça, il la renvoie sur sa page de vente, il dit, il y a 3 trucs, il dit, achetez-le. Et quelqu'un dit, c'est cher ton truc. Et je lui dis, écoute, c'est normal qu'il trouve ça cher. Tu le dis pas ce qu'il y a dans ton produit. Et puis je regarde ma page de vente dans mon bouquin, je dis, mais merde, j'ai fait la même chose. Et tu te dis, bon, allez, je vais reprendre mes trucs. Ouais, voilà, il faut reprendre ses stratégies, dire, tiens, on va mettre un peu de ça. Et là, on va reprendre la dose de copywriting. Mais ça peut être sur du bouquin, ça peut être sur de la formation. Tu vois, j'ai un forum, par exemple, comme les vieux. J'ai relancé un forum là-dessus. Non, c'est bien. Hein. Moi, j'ai fait un article dessus, une vidéo, dit que les forums, il faut y revenir. Parce qu'il y a plein de trucs que Facebook a tout pris, malheureusement. Il faut aller leur reprendre leur marché parce qu'ils se font plein d'argent et plein de business avec les groupes concrets. Ouais. Voilà. Et donc, les forums sont bien. Et puis, j'ai vu un mec que j'ai vu l'année dernière sur un salon de l'affiliation qui a vendu son blog il y a 2 ans, Nel Patel. Il a vendu, il l'a créé en quelques mois, 2-3 mois. Non, que j'ai une bêtise, non. 9 mois, je crois, et après, il l'a revendu à 1 million à Nel Patel. Ouais, non, mais après, oui, moi, les forums, toi, j'y crois fort, etc. Alors, c'est sûr qu'après, il y a du boulot pour que ça se développe, mais par contre, tu vois, je me dis, un forum dans lequel les gens, ils viennent poser une question, je leur réponds, mais tu vois, ça sert mon business à moi, etc. Tu vois, ça me conviendrait bien dans l'histoire. Et puis après, depuis les réseaux sociaux, tu vois, moi, j'ai un groupe Facebook.
L'idée, c'est de dire, j'ai des gens dans mon groupe Facebook, bah, Facebook m'amène des gens, moi, je vais les transférer vers mon forum sur lequel le second niveau, tu vois, il y a un premier niveau de premier soutien dans le groupe, et puis le deuxième niveau, ça sera plutôt sur le forum, et avec un espace qui soit payant, où tu sais, c'est les gens qui achètent mes formations. Tu achètes ma formation ou tu me donnes 1 € sur Patreon, tu as accès au forum. Tu vois, la règle, elle est relativement simple, hein, le truc. Mais à partir de là, déjà, j'ai des gens qui sont engagés dans quelque chose qui n'est pas juste de venir, je m'inscris à un groupe, j'y vais une fois de temps en temps, ou alors juste pour mettre une pub. Tu vois. Ce qui est logique. Mais bon, pour ceux qui, je mettrai le lien vers la vidéo sur les groupes. Non, les groupes, les forums, plutôt, il faut s'y réintéresser. Je pense que c'est comme plein de choses qui reviennent, ça va revenir à la mode. Malheureusement, il faut être développeur comme toi. Donc moi, bon, j'y pense, mais bon, j'ai pas les compétences, donc je verrai plus tard. Donc, quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Moi, tu sais, les meilleures expériences, et je vais te dire un truc, ça paraît con, mais hier, j'ai reçu un mail d'un mec vraiment qui m'a dit l'épisode que tu as fait où tu as parlé de ça, etc., c'était génial, etc. Et puis, il m'a envoyé un mail, mais qui est très, 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 très long, enfin très, très, très long, qui est assez long, dans lequel il m'explique tout son parcours, tu vois, mais vraiment tout son parcours, etc. Il me dit, voilà, en quoi tu m'aides. Et ça, tu vois, je trouve ça mais vraiment génial. Parce que je pourrais te dire, oui, je me rappelle l'époque où je vendais des brioches en porte-à-porte, tu vois, comme toi. Le jour où j'ai vendu 10 brioches en porte-à-porte, j'étais content, tu vois. C'était un truc qui était sympa. Le jour où on a vendu notre premier sachet de thé avec ma femme, etc., c'était génial, etc., tu vois. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est les expériences qui sont plus proches, tu vois. Tu sais, c'est la petite victoire du quotidien. Aujourd'hui, il y a quelqu'un enfin, l'autre jour, il y a un mec qui me dit, qui m'envoie un message, quelqu'un qui m'envoie un message, il me dit, ouais, j'adore ce que tu fais, je suis super fan de ce que tu fais. Et ben, tu vois, moi, j'aime bien célébrer ces petits bouts de victoire comme ça, plutôt, et me dire de les répéter tous les jours. Tu vois, ça, c'est mon truc à moi. Et donc, mon meilleur souvenir, en fait, c'est celui que je veux plutôt créer, tu vois, au quotidien, plutôt que de me rappeler de trucs, etc., tu vois, d'autres choses. Parce qu'en fait, après, les souvenirs, moi, enfin, ça s'efface, tu vois, les trucs comme ça, les bons coups, etc., tu vois, ouais, ça m'intéresse moins. Par contre, la petite victoire du quotidien, ça, j'adore. Ce que tu dis, ouais, les retours donc d'expérience ou les retours de ceux pour qui on crée du contenu, ouais, ça a pas de prix. Et Ouais. malheureusement, donc ceux qui écoutent, commenter, partager, voilà, il faut nous soutenir. Et on est content. On n'a pas besoin de. C'est bien si tu achètes un produit, mais bon, si tu montres qu'il y a quelqu'un au bout, on est content. Ouais. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Incontestablement, pour moi, c'est alors il y a deux. Enfin, je pense qu'il faut de la passion parce que si t'es pas passionné par, alors c'est pas que passionné par ton produit en fait ou par ce que tu veux vendre, hein, finalement, c'est être passionné, tu vois, par la mécanique de comment ça va marcher cette histoire-là. Parce que je trouve que tu vois, c'est une espèce de truc de précision. C'est comment tu te dis que tu arrives à transformer une idée en argent. Je pense que la passion, il faut qu'elle soit là-dedans. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, tu vois. Je suis un mec, j'aime pas vendre, j'aime pas, tu vois, faire des tunnels agressifs à l'américaine où ils vendent des trucs tous les 3-4 matins, etc. Tu vois, l'autre jour, il y a un mail, je me suis désabonné, il m'a envoyé 6 mails dans la journée pour que je m'inscrive à sa formation, tu vois. Ça, j'aime pas. Mais par contre, la mécanique de comment on transforme quelqu'un qui nous découvre un peu par hasard, hein, en quelqu'un qui va devenir fan, nous donner de l'argent pour qu'on l'aide dans quelque chose dans sa vie, je pense qu'il faut être passionné par ce mécanisme-là, tu vois, vraiment. Pour moi, c'est ça. Et puis après, certains, je pense qu'on va marcher à la frustration, tu vois. On est frustré par quelque chose, on a envie que quelque chose change, tu vois. Et je pense que ça fait partie de la deuxième mécanique qu'on peut avoir chez d'autres personnes. Mais en fait, je trouve que c'est une mécanique qui est négative. Alors que moi, je préfère celle de la passion, tu vois, de se dire, tiens, je vais me passionner par un truc. Et puis, je vais essayer de le pousser, de voir comment ça fonctionne, quels sont les rouages, et de pousser le plus loin possible. Et pour moi, c'est ça, en fait, le truc. Ouais, tu as bien décrit, parce que c'est vrai que tu as souvent ces deux côtés. Soit tu peux être motivé par quelque chose de positif ou de négatif. Et c'est vrai que, bon, rarement on l'a expliqué, donc c'est une très bonne explication. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah là là. Moi, franchement, je te dis, c'est relire Seth Godin, tous les livres de Seth Godin. Alors pour ceux qui l'ont pas lu, franchement, alors vous pouvez penser hein, qu'il a l'air d'un vieux schnock, etc., parce qu'il doit avoir 60 berges, le mec. Pour l'anecdote, il a été développeur de la marque Yahoo à l'époque où Yahoo était numéro 1 du web, tu vois. Et pour moi, ça me parle parce que moi, c'est 80, tu vois, dans Yahoo, c'était le truc à copier dans les années 90, tu vois, et 2000. Enfin, avant les années 2000, à la fin du siècle dernier. Et en fait, c'est quand même le mec, tu vois, qui a théorisé des trucs comme le marketing viral, l'engagement, le fait que les gens te donnent la permission, tu vois, la permission et tout ça.
Et en fait, il a, je trouve, une manière d'expliquer les choses, tu vois. Pour moi, si tu le lis pas pour son contenu, tu devrais le lire pour sa manière de penser et par sa manière de créer quelque chose. C'est-à-dire que il voit un truc dans la rue, hein, comme ça, il regarde, il analyse, il t'en fait un billet de blog qui fait peut-être 5, 6 lignes, 10 lignes des fois, tu vois, un truc comme ça, mais qui donne un bout d'explication, un bout de valeur, et tu dis, oh putain, c'est vrai que ça me parle. Et en fait, moi, je l'applique au quotidien, tu vois. Une fois, c'est une anecdote que je raconte. Là où je donnais des cours à Vichy, j'allais boire un café, et puis un jour, je vois un truc, tu sais, comme il présente et puis je lui dis, enfin, franchement, écoute, tu ne dois pas faire comme ça, etc. Et tu vois, cette démarche-là, et ben, je me suis dit, bah, tiens, comment ferait cette godine? Et ben, cette godine, il dirait, écoute, voici, t'as fait ça, voici comment tu devrais faire, etc. Et essaye de faire ça. Tu vois, cette démarche-là. Et ben, je trouve que cette godine, il est dans un truc, c'est facile à comprendre, c'est facile à lire, c'est simple, c'est limpide. Et tu sais, c'est pas des bouquins où le mec il a un espèce de concept en 3 lignes et puis il te met 300 pages pour le développer. Donc pour moi, on va dire, allez, on prend le dernier, ça pourrait être V6 Marketing, mais en fait il y en avait un dont j'ai perdu le nom, tu sais. La vache mauve ou je sais pas quoi, parce que je l'ai Oui, prononcé. alors la vache pourpre. Hein, La la vache vache pourpre, pourpre est pour moi un incontournable, bien sûr. Et puis, tu sais, il y en a un autre qui s'appelle le point ou voler comme Icare ou un truc dans le genre là. Tu retrouveras ouais. notes les notes. Et en fait, il dit un truc qui est super intéressant. Il parle de la zone de confort. Il dit que ta zone de confort est ta zone de danger, parce qu'en fait, quand tu es trop longtemps dans ta zone de confort, eh ben, elle se réduit, et elle devient ta zone de danger. Et donc, il t'explique que il faut essayer que Icare, tu sais, en fait, on dit Icare, il s'est brûlé les ailes parce qu'il était allé trop près du soleil. Mais Icare, il aurait pu se noyer s'il était tombé dans la mer, tu vois. Il y a une espèce de hauteur. C'est-à-dire que si tu voles toujours en bas, au bout d'un moment, tu te fais attraper par la vague. Bien sûr, si tu veux aller tout de suite très haut vers le soleil, tu peux te cramer. Mais à un moment donné, si tu es tout en bas, t'es pas à l'abri qu'une vague te submerge, tu vois. Et j'aimais bien cette notion-là, ce concept-là. Et mais après, j'ai un peu de mal à, tu vois, dire entre tous les Seth Godin, etc. Tu vois. Ben, je mettrais le lien vers cette godine tout court, parce que moi j'en avais pris 4-5 d'un coup, je crois, à la Ouais. bibliothèque. Il est vrai que parce que ce moment-là, j'en ai pris 8, donc j'ai eu du mal à tout lire. Donc j'ai Mm. survolé. Mais oui, je sais que bon, tout le monde Ouais, en et si parle. Donc, t'en veux un autre, je vais en donner un qui est pas connu trop. C'est un bouquin sur le bullet journal. Je sais pas si c'était un bullet journal, mais par le mec qui a inventé le livre sur le bullet journal, tu sais. Et ben c'est pas, il a plein de méthodologies de productivité à l'intérieur qui sont super intéressantes et de sa philosophie. Je trouve que c'est super intéressant aussi, tu vois. Et ça fait partie, tu vois, des bouquins que je recommande sans aucun problème. Et puis ça nous change un peu de la semaine de 4 heures, du Miracle Morning et compagnie, tu vois. ouais, qui sont en général déjà cités sur sur le podcast. Ouais, c'est ça. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Dernière question. La compétence que je rêve d'avoir, franchement, c'est, je sais pas. Enfin, si, en fait, j'aimerais bien pousser plus certaines compétences, tu vois. Le côté, enfin, allez, on va dire le vendeur de tapis, tu vois. Ça peut paraître péjoratif, tu vois, mais le côté vendeur de tapis, tu sais, le sens, c'est pas, il faut pas le prendre de manière négative, hein, l'histoire. Au sens où te dire comment tu peux transformer n'importe quelle idée en or, tu vois, ce sens-là. Et en disant, je sais que j'ai un produit qui est intéressant, comment je fais ce produit intéressant, comment j'arrive à le vendre à des gens. Et tu vois, cette mécanique-là. Ouais, c'est le côté. Parce que non, en plus, c'est bien dit, parce que l'idée, c'est bien, mais bon, si tu as une idée, tu n'arrives pas à la vendre, ça sert à rien, quoi. Ouais, et moi, tu vois, je sais que sur mes contenus, j'ai perdu des opportunités, des choses comme ça, que j'avais de l'audience hein, sur mon site local à l'époque, sur une ville, tu vois, comme Clermont qui fait 400 000 habitants, j'avais 200 000 visiteurs par mois. Ouais. Il y avait pratiquement aucun site local en France qui avait plus d'audience, mais par contre, transformer ça en pub, tu vois, c'était. Et pourquoi? Parce que arriver à vendre ça, c'était un peu compliqué et autres, tu vois. Ça, je pense hein, que la vente fait appel aussi à des ressorts qui sont enfouis en nous. J'ai écouté l'autre jour quelque chose qui était très vrai, hein, qui est de dire que tout le monde sait vendre à l'origine, tu vois, quand t'es bébé, tu sais vendre, hein, tu veux vendre le concept à tes enfants, à tes parents, que tu veux ton biberon, etc. Alors des fois, c'est un peu en force, hein, ma fille, elle le fait très en force, l'histoire. Et plus tard, en grandissant, elle deviendra un peu plus négociatrice. Mais au bout d'un moment, l'école nous fait perdre ça, tu vois, ce truc-là. Moi, j'avais fait un peu de vente en porte-à-porte, tu vois, etc. Je n'ai pas eu des grandes expériences. Et en fait, je regrette, tu vois, de pas avoir creusé cette expérience-là au sens où c'est le concept de dire
comment est-ce qu'on fait pour vendre quelque chose. Et tu sais, moi j'ai des étudiants en communication, et en communication ils me disent oui, mais vous parlez beaucoup de vendre des choses. Et je leur dis bah oui, mais c'est ce qui paye votre salaire en fait. Bah, sans mentir rien, et puis pour aller dans ton sens, moi j'ai fait 3 ans de porte-à-porte et j'avais fait un BTS MUC, où c'était assez généraliste, on parlait de marketing et tout ça. Et ensuite, j'étais faire un tour à Londres, je suis revenu en France, et comme je lisais Robert Kiyosaki, plein de leaders anglo-saxons qui disaient la seule truc que tu as besoin de savoir, c'est vendre. Et la meilleure école, c'est le porte-à-porte. Ah bah, j'étais faire du porte-à-porte. Ouais. Pourtant, je suis bec de nature, je suis introverti, je parle pas fort, enfin, tout ce qui est pas bon. Et en plus, allez voir un grand noir d'1m92 devant votre porte, vous pouvez avoir peur. Et en fin de compte, c'est passé. Le premier jour était dur, j'ai galéré. En plus, j'ai pas été formé, donc j'ai galéré, j'ai tapé. Mais comme j'avais un vrai pourquoi, une vraie motivation, c'était acheter une maison, tout bête, hein. Ouais. Comme par hasard. En 2 mois, je deviens meilleur vendeur. 1 an après, manager. Et puis, ça m'a aidé pour d'autres. Et quand des fois j'ai des soucis, je me dis, voilà, je me rappelle toujours cette période-là où j'ai galéré, qu'il faut, voilà. Mais comme tu dis avec les enfants, il faut insister quand tu vends un truc. Si tu es motivé, tu as le bon produit, il y aura toujours un client. Donc, il faut juste insister. Donc, non, c'est une bonne école. Et même actuellement, je suis toujours, maintenant, bon, je suis au niveau supérieur, je suis consultant BizDev, mais bon, tous les jours, j'appelle les dirigeants pour leur vendre mes produits, donc c'est pareil. Ouais, puis tu sais, il y a plein de gens qui adorent Tim Robbins. Et il devrait regarder l'histoire de Tim Robbins en fait. Il a commencé par vendre. On vend toujours, comme tu as dit. Tu n'as pas le choix, même quand tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, parce qu'il y a des dirigeants il y a vraiment des gens qui ont vraiment, toi, on t'en parle rapidement, mais tu as compris l'intérêt. Là, qui détestent ça, souvent les techniciens et ingénieurs, même si tu crées une boîte, si tu n'as pas un directeur commercial qui écarte, tu ne pourras jamais vendre. Sinon, il faut être le roi du marketing, il faut que le produit se vende tout seul, mais c'est rare, mais ça arrive. Oui, bon, ça reste rare. En fait, nous, on a découvert, on pensait, tu vois, moi, j'ai aussi pensé que ça marchait. Et en fait, c'est, tu vois, la leçon, tu sais, tu dis, oui, le but, c'est d'aider des gens à entreprendre, à gagner de l'argent, à transformer leur truc. Je pense que c'est aussi ça, c'est que il faut qu'on ait un esprit, tu vois, de se dire, je cueille pas juste un petit peu, tu vois, des trucs qui arrivent, etc. Il faut aussi que j'apprenne à les chasser un petit peu sur sur des terres pour aller chercher des clients, comment je fais pour les ramener vers moi et comment je suis capable de leur présenter une offre. Et c'est vrai que la vente, hein, c'est de l'exercice, hein, faut s'entraîner beaucoup pour le faire. Et moi, je l'ai découvert un peu tard, tu vois, sur le truc. J'ai pourtant, tu vois, j'ai vendu des mini-disques et tout dans ma jeunesse pour faire mes boulots d'étudiant, tu vois, des choses comme ça. Ouais, mais si tu avais à vendre un produit que tu adorais et tu savais que ça rendait service au client, tu aurais plus de facilité. Ouais, mais c'est ça. Si tu vas dans le désert, on te dit il faut aller non, c'est un exemple un peu extrémiste, mais il y a plus d'eau sur terre, tu vas aller vendre un cent de l'eau. Tu vas le vendre. Tu sais que tu vas prendre un peu d'argent, c'est pas bien parce que tu auras pu le donner gratuitement, mais il faut bien que faut payer les frais. Mais grâce à ça, il va vivre. Tu le vends. C'est magnifique. C'est peut-être pas le bon exemple, mais bon, vous avez compris. Ouais, on a compris. Voilà, donc quand tu as le bon produit, tu sais que tu rends service, il n'y a aucun problème. La vente, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu sais que à la fin, tout le monde sera content. C'est comme du win-win, même si maintenant la mode, c'est de dire que le win-win n'existe pas. Il y a toujours un gagnant. Mais bon, voilà, si la personne a le produit qu'elle voulait, elle l'aura acheté sans toi, peut-être. Donc, voilà. Donc, Bertrand, grand merci. Merci à toi. Je vais mettre dans tous les cas dans le show note avant, mais je vais quand même reprendre tes liens. Donc, là, le site, donc Bertrand Soulier avec un seul L.com. Bertrand Soulier toutattaché.com, voilà, et Soulier au singulier parce que je suis unique. C'est ce que je disais souvent avec les tu sais à l'école. C'était ma espèce de truc. Donc ça c'est mon blog. Je précise quand même où j'ai un set de cuisine où je parle de ma perte de poids, côté lifestyle et compagnie. C'est mon espèce de territoire un petit peu à moi, voilà. Et je parle aussi de running parce que je cours beaucoup plus qu'avant, voilà. D'accord. Et donc, il y a votrecoachweb.com aussi. Et à côté de ça, il y a votre coach web, où là, c'est à côté, ce dont on a parlé dans le podcast, tout ce qui est marketing, communication. Donc, c'est un podcast quotidien, du lundi au vendredi. Parce qu'à l'époque, j'étais même le samedi dimanche. Je suis en train de calculer. Bon, si vous le prenez maintenant, il y a 465 épisodes de retard à écouter. Donc, bon courage. Ça fait presque 100 heures, je crois, au total. Sur 2 ans, sur lequel j'aborde toutes ces thématiques-là, de la création de contenu, etc. Et puis sur votrecoachweb.com, vous avez à côté aussi les coachings, les formations, et puis des conseils, un petit peu de blog. Et puis après, à partir de là, sur les deux, vous allez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Dans tous les cas, c'est @BertrandSoulier, toujours dans ces cas-là. C'est assez simple. Et puis vous verrez ma tête. J'ai soit une casquette de running, soit une tête qui vienne courir. En général, tu vois, en ce moment, mon branding, il est plutôt autour de ça. D'accord. Bon. Et Bertrand, je te dis merci. Merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt.
Donc voilà, c'est fini pour l'épisode 51 avec donc Bertrand Soulier. Comme tu l'as compris, donc c'est un expert et un vélavier donc du contenu en ligne, que ce soit donc le blogging, les réseaux sociaux, donc le podcast, donc il a donc aussi donc son propre podcast, donc même plusieurs podcasts. Donc je te mets donc les liens dans le show note, donc tu peux aller donc sur votrecoachweb.com, tout attaché, et Bertrand Soulier avec un seul L.com. Il a comme un homonyme, donc fais attention. Donc si tu as aimé donc l'épisode, n'hésite pas à partager, à liker, à aller donc sur toutes les bonnes plateformes, iTunes, Stitcher, Spotify et toutes les autres, Magellan aussi, notre plateforme française, pour donc liker et partager donc ce podcast. Donc moi je te dis donc à jeudi pour un autre épisode, et si vraiment donc tu es très très motivé, n'hésite pas donc aussi à m'envoyer un mail donc pour te faire coacher si tu veux avancer et que tu es un peu donc perdu dans tout ce qui est création de contenu, création de podcast, affiliation, e-commerce. Voilà. J'ai donc mon coaching donc actuellement, donc tu m'envoies un mail, on discute, on voit si je peux t'aider, si je peux pas t'aider, bon je t'envoie vers quelqu'un d'autre, sinon je le ferai. Donc moi je te dis donc à jeudi ou vendredi pour un autre épisode. Ciao ciao.